Mon coach, il le dit, et c'est vrai, peut-être que ça peut ne pas faire très joli comme ça, mais je suis une chienne de la casse, en fait, ça, je lâche pas l'affaire. Je pensais qu'elle allait l'être autant que moi. Je suis un peu restée sur ma faim, mais mentalement, j'avais gagné la veille, en fait. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. Petite devise pour les gangsters, si tu veux win un max, faut jouer un minimum. Bon d'accord, c'est pas un dicton, c'est un slogan publicitaire. Winamax double ton premier dépôt de 100 € maximum et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires. Admettons donc que tu déposes le maximum, c'est-à-dire 100 €. Winamax double cette mise, donc tu te retrouves avec 200 € plus les 10 € du code promo GONG10 et tu as 210 € dans ta petite cagnotte de gangster. Les mineurs, évidemment, n'ont pas le droit de parier. Surveillez vos gamins, s'il vous plaît, et surveillez-vous vous-même. Jouez tranquille, dans la mesure du raisonnable. Allez-y, mollo les mecs. Et ciao les gangsters. Bienvenue sur Gong, bienvenue sur ce Gongcast avec Nora Cornol. Elle-même, la seule et l'unique. Voilà. Merci Fred. Merci Qui de nous me recevoir. revient de l'UFC, Exactement. de Las Vegas. Ouais. C'était il y a quoi? Il y a une semaine et 2 jours, c'est ça à peu près? Enfin, t'es C'est ça. revenu quand toi? Moi, je suis revenue le lundi soir, donc là, ça fait une semaine et un jour. Ouais, on est mardi, donc ça fait 8 jours. Ouais. Première fois que tu combattais à Las Vegas ou pas? Première fois que je combattais à Las Vegas. Première fois que j'allais à Las Vegas. Ouais. Et, Tout court, ouais. Et ouais, plutôt cool. J'ai pas eu le temps de visiter la ville en soi, mais. T'as fait quoi, une semaine là-bas, juste justement, on est Fight parti. Week classique? Non, on Non. est parti une semaine en avance et fort heureusement parce que franchement, on Ah a ouais. un décalage dans les dents, tu le sens. Ouais. Moi là, je vais pas te mentir, je suis rentrée, je me suis toujours pas réadaptée, Ouais. alors que j'ai quand même beaucoup voyagé. Mais là, pareil, dans l'autre sens, j'ai mis trop de temps à trouver mes phases de sommeil et tout. Et honnêtement, c'est vraiment le strict minimum que de partir une semaine avant la Fight Week parce que après, pour performer, c'est hyper compliqué. Plus derrière, si tu ajoutes à ça ta perte de poids que tu as à faire, je pense que hommes et femmes, on fait de la rétention d'eau quand on voyage, mais les femmes, c'est pire. Donc, très honnêtement, la rétention d'eau avec la perte de poids, non, faut partir. Enfin, puis même pour l'acclimatation. Et je pense que quand tu connais pas un lieu, histoire d'avoir tes repères et tout, c'est quand même super important. Plus la découverte du PI, du Performance Institute, tu vois. Donc, oui, intéressant ça. Il y a tout ça. Et bon, ça c'est quand même cool. Mais, tu vois, donc que d'aller au PI pendant la Fight Week, c'est bien d'avoir une semaine avant, vraiment prendre tes marques et tout et être bien. Donc vraiment, je conseille pour les futurs qui rentreront à l'UFC, parce que tous les autres ont déjà été, mais ouais, une semaine à l'avance. Pour performer, c'est important. Je sais que Taylor, il était parti plus tard et je pense qu'il avait dû sentir la différence, tu vois, que de partir que quelques jours avant, c'est compliqué. Et comment ça s'est calé là, justement, donc le Performance Institute là, de l'UFC? Ouais, cool découverte. Parce que c'est toi qui a demandé à y aller, c'est eux qui t'ont proposé? Comment ça s'est fait? Alors non, en fait, si tu veux, le Performance Institute, nous, quand on reçoit nos petits papiers, quand on signe le contrat, on reçoit plein de trucs, les avantages auxquels on a le droit, et notamment il y a aller dans cet institut de la performance en fait. Donc je peux y aller quand je veux dans l'année et quand j'y vais, je peux m'entraîner gratuitement, avoir accès à l'intérieur, donc au physio, au kiné gratuitement, tout ce qui est sauna, bain froid, bain chaud, il y a la cryothérapie
Il y a ceux qui ont regardé mes stories qui ont vu que c'était mon endroit préféré, le lit infrarouge en fait. Ouais. Donc, ça, c'est Un lit infrarouge. Ouais, ça travaille au niveau cellulaire et tout, c'est super intéressant. Moi, notamment pour mes pathologies, je sais qu'on m'avait dit que pour les problèmes au niveau de la thyroïde, c'est super intéressant et je n'ai pas l'occasion d'acheter un lit infrarouge. Non, c'est Kobe qui a trouvé une deuxième balle. Oui, alors, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on a un invité spécial. Voilà, donc vous inquiétez pas. Thelma, il a mangé Thelma déjà. Alors, il s'appelle, on va le présenter, peut-être il s'appelle Kobe. À pas confondre avec Colby, Covington, rien à voir. Donc c'est. Voilà, donc on a éliminé la première balle pour être un peu tranquille. Mais pourquoi pas, voilà, c'est l'invité spécial, il faut le présenter voilà, aussi. Il a le droit donc, d'avoir son introduction. Il va... Donc il a trouvé une deuxième balle, il s'est réveillé. Il fait, voilà, c'était la pause publicitaire Kobe. Donc bon voilà, on va voir comment ça évolue. Comment ça évolue avec le temps. Alors, donc cet institut-là, toi, il va y avoir des gags, des running gags, je sens. C'est ça. Ça va être bon. Ouais. Déjà, je vais pas vous expliquer, mais déjà le temps de prendre le café renversé, on a eu la totale. C'était la mise en place la plus longue de l'histoire. Ah, grave. Ouais, non, donc comme je te disais, le lien infrarouge, franchement, j'en mets. Et c'est le rêve pour tout combattant, c'est le havre high-tech. Franchement, ouais, je trouve super important à avoir et tout. Et tu vois, ils en ont un au Mexique, je crois. Ils en ont un à Las Vegas. Donc en termes de, je trouve que c'est un peu trop proche. Voilà, il va te salir, c'est génial. Kobe, je t'ai filmé la balle. Voilà, là, tu gardes le sourire. Donc franchement, ouais, ce serait idéal d'en avoir un en Europe. Et je dis, bah vas-y, même pas en France, s'ils veulent pas le mettre en France. Mais tu vois, l'avoir à quelques heures de train ou beaucoup plus proche en avion, franchement, tu vas faire une semaine pour faire tes tests, pour faire ce genre de choses. Et tu sais où t'en es en fait. Je veux dire, voilà, à Paris, ce serait encore mieux parce que si tu as accès à ce genre de salle de préparation physique, franchement, c'est genre plus complet, il n'y a pas, c'est clairement. Et puis après, ouais, tu as les cages et tout. Donc, si tu veux vraiment t'entraîner dans les cages UFC, enfin, être dans ton environnement. Tu as la cage de la taille. Ouais, en fait, tu as les deux cages différentes, les deux tailles différentes. Pas, je crois, enfin, je sais qu'il y a 3 tailles, mais du coup, tu as la très grande, il me semble. Et tu as la taille classique des numérotés et celle de l'Apex. Enfin, tu as au moins ces deux tailles-là. Ouais, exactement. D'accord. Et avec le même revêtement, dans les conditions totales ou pas, a priori? Je t'avoue, je me souviens pas du revêtement, mais je me plaignais qu'au PI, je glissais en fait. Et en fight, ça n'a pas été mon impression. D'accord. Après, je suis focus sur autre chose pendant le fight, tu vois. Donc même si ça glisse, tu t'en rends compte à un moment. Mais en tout cas, c'est déjà ne serait-ce que d'avoir la taille, ça change beaucoup de choses parce que ça, c'est un point sur lequel, dans ma préparation, tu vois, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment changé la vie, en arrivant à l'US Metro vers le mois de novembre. Donc du coup, j'ai fait toute ma prépa là-bas et tout. Tous les mercredis, on a le sparring en fait, et sparring test match. Donc on passe chacun dans la cage en fonction des échéances et tout. Et tu sais, moi à chaque fois j'avais quand même ce petit stress et je sais que Redouane il me disait non mais genre stresse pas, ça sert à rien, c'est un test match. Et Johnny lui c'était un peu le contraire, c'était un peu. Alors juste attends pour resituer. Redouane, c'est ton entraîneur, c'est ton entraîneur Muay Thai des débuts. C'est mon entraîneur de pied-point depuis le début, depuis 10 ans maintenant. Et puis Johnny Frachet, voilà. C'est lui, c'est le Johnny national. Voilà, c'est le maître de cérémonie à l'US Metro. Exactement. C'est l'entraîneur. Exactement. Le boss entraîneur. Exactement. Et en fait, ça a vraiment changé la manière dont j'appréhende mes combats, ma manière d'arriver en combat, mais même le tout en fait, le fait de percevoir la cage, de la voir visuellement, de la sentir, de pouvoir vraiment, c'est comme mon préparateur physique, il me disait souvent, avant quand j'étais dans mon autre club, il me dit mais pourquoi pourquoi tu vas pas de temps en temps t'entraîner en cage et tout. Je dis parce que j'en ai pas la possibilité. Il me dit mais c'est comme je sais pas, un mec qui nage en piscine, il va pas s'entraîner en lac ou quoi. Et en fait, tu sais, j'étais d'accord avec lui, mais je voyais pas, je me disais oui, préférablement, ouais, il faut. Mais en fait, l'importance et à quel point c'est capital de s'entraîner
vraiment dans ton véritable environnement, je te jure que ça n'a pas de prix parce que pour l'avoir fait toutes les semaines pendant 4 mois, pendant ma préparation, ça a fait la différence de fou. Moi, en tout cas, psychologiquement, j'étais complètement différente en fait. À quoi tu l'as ressenti ça d'ailleurs? C'est quand tu es arrivé au final dans la cage et tout, tu t'es… Au niveau quoi, du stress, de l'appréhension, enfin les distances. Mais en fait, au niveau vraiment de savoir où je suis. Tu sais, il y a un truc qui m'a vachement marqué à mon premier combat, le FA Challenge. En plus, c'était une très très grande cage. Je savais pas où j'étais. Attends, ton tout premier combat, ouais. C'était quand ça pour resituer pour les gens? C'était le 12 juillet 2021 en région parisienne, dans le 78, je me souviens plus de la ville. Et c'est à ce jour ta seule défaite. Hein. À ce jour, ma seule défaite. Et ta seule décision? Ma seule décision. Parce que quand tu gagnes, t'extermines. Non, Paris. Décision aussi, Paris. Décision, c'est vrai. C'est ton premier UFC. Exactement. Et en l'occurrence. C'est pardonnable. C'est pardonnable. C'est pardonnable et pour plein de raisons. On va aussi noter que ma première défaite, c'est contre Jacqueline Calvacanti, avec qui je faisais joyeusement du vélo dans la tente sauna en fait pendant que j'étais à Vegas là. Donc on a chillé comme si on était potos, c'était assez drôle. Et nos chemins ont forcément se recroisé à un moment parce qu'elle a été signée à l'UFC aussi, tu vois. Donc on a été signés en même temps, c'est ça qui est drôle. Et d'autant plus pardonnable à l'UFC Paris parce que c'était un moment où je me gérais vraiment toute seule. Donc j'avais Redouane, mon coach de striking, j'avais quelqu'un qui me suivait en sol à cette époque, j'avais Ahmed qui est le coach de lutte de Bagnolet. Voilà, on a fait tous ensemble un camp pendant l'été et j'avais pas de head coach de MMA, mais tu vois, j'ai vraiment noté la différence et j'ai vraiment noté ce truc que Johnny là que j'ai pas trouvé ailleurs, tu vois. Quand je te dis que dans la cage pendant mon combat, et tu vas me dire à quoi je l'ai noté et tout, notamment ça, mais ça c'est plus de l'ordre du game plan. Elle essayait à chaque fois de faire un truc et j'avais la solution. Elle a réussi à m'amener au sol une fois forcément, à force de tac. Mais je savais ce qu'elle allait faire et si tu veux, c'est même pas en termes de… sa fatigue mentale, c'est-à-dire sa frustration en termes d'énergie, je la ressentais en fait. C'est-à-dire que, et même au sol, quand c'était vraiment sa clé, elle voulait m'amener là, c'est quand même une ceinture marron et tout, je la renverse, mais là je crois que dans sa tête, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est tout s'écroule en fait, tu vois. Et là, elle était déjà perdue en termes… au niveau du mental, elle était vraiment perdue, quoi, tu vois. Donc non, super important de s'entraîner dans son élément. Pour moi, tu peux performer même sans, mais performer au mieux que tu puisses le faire, tu as besoin de ton élément, à savoir la cage. On pensait que celle de l'US Metro, enfin, ils étaient persuadés que c'était la même que l'Apex, maintenant elle est légèrement plus petite. Elle est plus petite, Et finalement, s'entraîner dans du plus petit, c'est pas gênant tant que tu as la notion de à combien de mètres est la cage derrière toi, enfin comment tu te déplaces et par rapport à ton stance, ta manière de te déplacer. C'est comme tu vois, le ring, je le connaissais par cœur et puis ça ne changeait pas et j'ai eu le temps de le connaître par cœur, le ring, pendant ma carrière de Muay Thai. Mais tu as vraiment besoin de la même chose avec la cage de MMA, quoi. Ouais, parce qu'en fait, toi tu as fait les deux cages, le premier UFC, donc c'était la plus grande cage de l'UFC, c'était à Paris donc. Et là, tu as connu l'Apex. Et tu as senti quand même une petite différence ou pas À plein de niveaux. Alors, la cage, déjà, elle était… En fait, heureusement… Enfin, je pense qu'il y a plus petit, mais heureusement qu'elle n'était pas plus petite. Parce qu'il y a deux choses. Excuse-moi. Il y a la taille de la cage et il y a aussi la sensation… Est-ce que tu as eu une sensation de vide? Enfin, tu vois, par exemple, la qualité sonore, il n'y a pas assez de foule. Donc c'est moins rempli, c'est moins chaleureux. Et puis en même temps, il y a plus d'écho. On sent plus les bruits, on entend plus les coachs. Donc ça fait beaucoup de différence en fait. Alors en fait, ça fait énormément de différence parce que déjà, ne serait-ce que l'entrée, tu arrives, tu te dis t'es dans un studio. Tu te dis sympa, tu vois les tribunes, ou je sais pas, bref, les sièges, c'est petite tribune, quoi. Puis tu fais le tour, tu fais ton entrée. Déjà, tu es obligé de te hyper, de te saucer toute seule, en mode, parce que on a quand même une caméra qui te filme et tu te dis qu'il y a des centaines de milliers de téléspectateurs qui te suivent. Donc, fais comme si tu étais, tu vois, alors que tu pourrais rentrer de manière très… C'est un peu comme ici, un peu comme sur YouTube et tout, tu te dis… mais je pense que c'est un travail il y a des millions de gens qui nous regardent. Exactement. C'est comme… Sur le plateau RMC aussi, je me suis un peu oubliée parce que du coup, Alexandre, je l'apprécie beaucoup, je le connais bien. Il y avait Sacha aussi en régie. Donc à un moment, tu te crois un peu à la maison et tu oublies.
Il y a toute la France qui te regarde, juste. Ouais. Toute la France. C'est, Ah oui, sur RMC. Oui, sur RMC. J'ai dit, ouais. c'est tout le monde. Oui, ouais. Le monde entier. Oui, le monde entier, oui. Désolé, Absolument, désolé, absolument. RMC, Bah, attends, il y c'est a RMC, il y a Second, Ah, il y a- quoi, voilà. tu vois. C'est, Voilà. je veux dire, mettons les choses à mais ouais, pour te dire ça, et en fait, ils ont mis apparemment ce qu'ils disent, c'était la première fois qu'ils mettaient le système des places famille en place. Donc j'ai 2 amis de la côte est qui sont venus me voir, plus Ah oui. une de mes amies qui était dans mon coin, ouais. Donc ça Cool. m'a fait super plaisir. Donc à chaque coup de genou, j'entendais oh ouais, donc eux, ils font du Muay Thai dans la zone de Washington. Et donc eux, je s'entendais super bien. Le coin, j'entendais super bien. Et c'est vrai que c'est vrai qu'à Paris, j'entendais pas du tout. Mais est-ce que je me suis vraiment posé la question, bien évidemment que ça fait une différence quand tu es dans ton coin, parce que tu peux corriger de manière instantanée, tu vois. Mais ouais, le fait de ne pas avoir de public, franchement, c'est bizarre. Ah ouais. C'est la première fois que tu combattais sans avec aussi peu de public en fait. Ouais, avec si peu de public, comme je te dis, mon premier combat, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, tu vois, il y avait quand même une centaine d'invités, des gens que tu connais, puis des combattants que tu connais, qui viennent avec leur staff que tu connais. Donc il y a quand même, tu vois. Ton premier combat de Muay Thai, de MMA. De MMA, oui, d'accord. C'est celui dont je te parlais contre Jacqueline. Et mais non, parce que moi je pensais même à tes premiers combats de Muay Thai. Ouais. En fait, c'était. Non, il y avait toujours du monde. Un peu plus de monde, non, il y a toujours du monde dans les soirées de Muay Thai. Et du coup, 15 000 personnes, c'est clair que c'est pas la même sensation qu'avec un studio où tu te dis. Pareil, comme je l'avais dit, j'avais peur de prendre ça pour un sparring tellement il n'y a personne. Ah ouais, ouais. Après, mine de rien, il y a tout le système des caméras et tout, machin. Tu sais que t'es pas chez toi à faire ton sparring, à pouvoir renouveler ça. Tu vois, si tu perds ton sparring, c'est pas grave. Non, c'est un combat qu'il faut passer. T'as le speaker et tout, donc direct, ça te met quand même dans l'ambiance, quoi. Tu te dis, tu te fais annoncer. Voilà, puis toute la semaine aussi, quand même. Oui, ouais. Mais encore une fois, c'est une sensation différente de Paris. Parce que, ne serait-ce quand tu te fais appeler pour le Media Day, là, t'as tous les médias parisiens, donc on veut te poser des questions, on veut te parler. Tout de suite, moi, j'avais moins d'incidence, ou Morgan, lui, il en avait, vu que il était attendu, il est beaucoup suivi et tout, tu vois. Donc, il y avait des personnes qui s'attendaient à… Enfin, puis aussi, il était Coco Main Event, ce qui n'est pas rien. Et moi, j'étais là, j'avais genre 2 personnes qui me posaient des questions. Tout ça, c'est banal. C'était quoi d'ailleurs? Vas-y, tu te souviens ou pas? Franchement, et c'était quoi? Parce que les médias qui étaient présents là-bas, les médias locaux, mais c'est quoi en plus? C'est quoi? C'était les médias américains surtout? Mais mais je suis en train de mélanger les deux parce que là, je te parle. Là, j'étais en train de faire référence à mon interview post-fight, mais même pas parce que figure-toi que pour le Media Day, les médias, par 2 fois, ça a été RMC. En fait, le premier, on m'a amené dans une pièce avec, tu sais, le fond qu'on connaît bien, UFC et tout. En fait, j'ai eu le mec en visio. En visio. Non, il m'a appelé par WhatsApp et je devais répondre en regardant la caméra. Et ensuite, c'est Romain qui était sur place pour nous suivre, déjà qui était avec Manon. Puis il est venu nous rejoindre pour nous suivre, nous, à Vegas. Et ensuite, Romain de RMC. Romain de RMC, qui m'a interviewé. Donc, c'est 2 fois RMC. J'avais même pas de… mais par contre, après, il y avait 3-4 personnes différentes après ma victoire. Qui vont donc ça doit être, je sais pas, vu que j'ai vu que c'était relayé par MMA Junkie et tout ce genre de choses, à mon avis ça devait être des, tu vois, il faut que tu sois violente, faut que tu te… c'est ça en fait. Voilà, t'as vu, ils comprennent que ça, que la violence. Le respect par la violence, c'est exactement ça. C'est c'est quand tu fais des prestations qui impressionnent, c'est normal, t'éveilles un peu plus l'attention et tout. Mais et alors, vas-y, parle-nous de ça, le coup de genou. Le fameux coup de genou. Coup de genou, alors magnifique. Après, 2 high kicks. C'est ça. Tout aussi beau. Tu traverses la cage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. Enfin, tu lui fais traverser la cage. Toi aussi, tu la traverses parce que tu la suis un peu. Puis après, tu poursuis au sol. Enfin, finish parfait aussi. Donc, ça aurait été la grande cage. Tu penses que tu aurais fait pareil, la diagonale aussi? Franchement, ouais. Et j'espère qu'elle aurait eu autant de chance d'être arrêtée par l'arbitre parce que franchement, j'aurais continué sans pitié. Et c'est bien parce que je me suis toujours posé la question, est-ce que j'ai ce réflexe, tu vois, en menant du pied-point, de continuer en voyant mon adversaire au sol et de me jeter sur elle. Je pense que j'ai tellement été conditionné pendant mon camp que oui, je suis. Quoi. J'ai encore des petites erreurs que je peux faire, genre, qui s'est passé aussi à l'UFC 300, qui a mis
Qui avait mis un coup de... Bah, c'était Charles Oliveira, je crois, il a mis un coup de pompe Ah, il a dans la stompé? tête. Quelqu'un se souvient? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Stomp, Et j'ai rigolé et je me suis dit, bah, ça me rassure qu'à ce niveau, il le fasse parce que ça m'arrivait en sparring et Johnny me fait non, me fais pas ça le jour du combat. En fait, il me dit, bah, dans la poitrine si tu veux, mais pas dans la tronche. Alors, en fait, alors c'était qui t'allait stomper comme ça à l'entraînement? Il y a des comptes qui se règlent comme ça dans la cage. Je ne sais pas. Non, mais à chaque fois, On je va venir, m'arrête avant Johnny, quand si même c'est le parce cas, que- on va venir plus souvent. C'est Non, mais non. En plus, je reste très gentil en sparring. J'ai toujours peur de blesser mes partenaires parce que c'est. Voilà, on dit c'est un sport individuel, mais quand même, sans toutes ces personnes autour de toi, c'est faux, tu peux pas évoluer. C'est le sport. Oui, il faut laisser vivre 2-3 personnes quand même autour de toi. Ouais, quand même. Il faut les laisser en vie, il faut en prendre soin. Je sais pas, on était sur quoi? Ah oui, du sparring et du fait que oui, venir voilà, prendre que soin tu aimais de bien mes- stomper tes petites camarades. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Non, Et- au contraire, j'essaie de toujours faire attention et tout. Et Ouais. parfois, parfois, il y a mes partenaires qui me disent non, mais Nora, vas-y, franchement, et tout, t'inquiète, on est là pour ça et tout. Big up à Stan. mais ouais, non. S'ils mais... demandent. Non, mais c'est vrai que le mais stomp. tu vois, il y a quand même- Toi, t'aurais combattu avec les stomps? Préciser pour les gens qui découvrent un peu le MMA, les stomps, c'est penalty. C'est quand vous tapez, enfin, vous shootez quelqu'un au sol à la tête, Franchement, à coup de pied. ouais, tu te dis toujours, ouais, la peur d'en recevoir. Ouais. Mais en vrai, tu t'entraînes pour ne pas en recevoir normalement. Donc Oui. ouais, j'aurais combattu avec parce qu'en plus, c'est une erreur que je peux faire. Non pas quand je suis debout et que la personne tombe et je vais pas la shooter quand elle est au sol, mais c'est quand moi je suis au sol, en me relevant, en voulant me relever, bah, je peux oublier et lui tartiner la tête pour me relever, quoi, tu vois. Alors que si elle est au sol aussi, bah, en l'occurrence, t'as pas le droit de le faire, quoi. Ouais. Ouais. Donc, Et alors, cette UFC, comment tu l'as vécu pour toi? T'en retiens que du positif. Déjà, le premier coaching, c'était le premier coaching avec Johnny. ouais. Et Ouais. alors Johnny, on va savoir. Johnny. Alors, Johnny. déjà, ah oui, non, attends. Dis-moi. Cutting, ce cutting. Vas-y. Alors, Alors, parce que c'était un catchweight. ça s'est transformé en catchweight. Catchweight, Ouais. c'était à combien? 63? Alors, du coup, ouais, elle m'a dit à 138,5 en pound, donc 63, un peu moins de 63. Je lui ai dit, bah viens, on arrondit à 63, comme ça on a le temps de boire et machin. Mais en fait, comme tu es dans le jus et tout, je pense même pas qu'elle a capté ce que je lui disais, mais en même temps, heureusement, parce que vu ce qu'il y a eu derrière, mais mon Dieu. Parce que c'est genre en mode, ouais, mais elle était plus lourde qu'elle et compagnie, et c'est vrai que naïvement, j'ai pas repensé à tout ça, qu'on ait pu penser que plus je suis haute, plus. Bah en fait, non, c'est juste que je me suis dit, bon, bah fuck, maintenant il y a un catchweight, bah ouais, je vais reboire un peu et tout, tu vois. Donc, chose que j'aurais peut-être pas dû faire, surtout avec toutes les retombées qu'il y a eu ensuite. Ouais. Mais en fait, oui, tu veux que je te raconte comment ça s'est passé Ouais, c'est ça. Parce que pour ceux, pareil, qui prennent. Ouais. Je pense que maintenant, tu as de plus en plus de FightX. Ouais. Vous êtes bienvenus. Ouais. Si vous ne connaissez pas encore. Ça dépend. Les Vous parents. pouvez regarder. En tout cas, oui, voilà. Commentaire. Donc, on fait un cutting. Les combattants, ils perdent voilà, jusqu'à 10 kilos et plus même entre leur poids réel et le poids du combat. Pas le jour J, mais à peu près 24 heures à 36 heures. Ouais, en général, moi par exemple, Vous avez- je commence avec la sudation à la session du jeudi midi. Ouais. Donc on est, même pas, non, on est moins de 24 heures avant la pesée. Ouais, donc il y en a Ouais. qui commencent avant et tout, Ouais. ça dépend. Mais Toi, après, plus t'étais- le temps tu passes de temps déshydraté, plus c'est dangereux. Donc, Ouais. Parce que toi, par exemple, donc tu combats, normalement, ta KT, c'est 61. 61, ouais, Voilà. Et tu es à peu près à en poids de femme. combien en poids normal quand tu t'entraînes et comment tu descends, tu vois, jusqu'au jour du combat, sachant qu'une prépa, c'est à peu près 1 mois et demi. Les bonnes questions, n'est-ce pas? Voilà, il amène ça doucement, mais moi j'ai des privilèges Nora, les Nora se privilègent, donc tu dois répondre à mes questions. Non, mais moi je vais le dire vraiment sans honte, parce qu'il y a pour en avoir et parce que tu fais en fonction de ce que tu observes aussi. Moi de base, mon poids de mon walking weight comme ils disent, donc mon poids de tout le temps, Ouais. il est autour de 69 kilos. Maintenant, avec les suites de l'UFC Paris et le fait de ne pas avoir pu m'entraîner pendant un moment, après tout ce qui s'est passé en termes de santé et tout, mon poids, il avait augmenté
72 kilos et j'étais montée jusqu'à 75. Puis j'ai repris l'entraînement, c'était redescendu. Et c'est vrai qu'après, mon poids, il a vraiment bloqué autour de 71 kilos. Ouais. Donc après, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises par rapport à ces soucis de thyroïde, ma thyroïdite d'Hashimoto qui malheureusement avec l'endométriose quand ça se croise, pour la perte de poids ça peut vraiment être très très compliqué. Et n'ayant pas de suivi, c'est clair que je dois tout gérer toute seule. Donc parfois quand les hormones font ce qu'elles veulent, c'est un peu compliqué. Donc t'as beau... Alors j'ai compris que ma famille n'était plus la solution parce qu'au final c'est anti-tout en fait, c'est antinomique et du coup il faut essayer de garder un certain équilibre. Même en voyant avec les nutritionnistes là-bas, ils avaient du mal à comprendre pourquoi mon corps ne réagissait pas d'une certaine manière, malgré eux le protocole qu'ils mettaient en place et où normalement ça descend quoi. Donc j'ai eu énormément de mal à descendre. À un moment j'ai bloqué et puis à un moment ça a fini par le poids il a fini par tomber. Donc à savoir qu'il y avait aussi le syndrome prémenstruel. Bon messieurs voilà, et, vous en découvrez aussi sur les femmes. Avant nos règles on a aussi une rétention de poids pendant parfois 10 jours avant, entre autres symptômes où vous nous trouvez chiante apparemment. Mais, apparemment. un petit peu. Ça dépend lesquelles on peut être aussi pas chiante mais agressive. Donc, me chauffe pas trop, j'ai eu mes règles. Mais parce que le cutting, c'est un supplice. Franchement, c'est un truc, faudrait bannir à tout jamais. Mais la question pour moi se pose même pas. C'est un non-sens absolu en termes de santé, de performance, enfin sur toute la ligne. Voilà. Et mais pour un mec déjà c'est dur. Mais pour une femme, c'est pire encore. En fait, moi, j'étais bien partie pour mon poids et ce qui a mis une épine dans le truc, c'est vraiment le fait de devoir avoir mes règles. En plus, elles ne venaient pas. Donc, tant qu'elles ne viennent pas, le corps, il se protège et il retient le poids. Donc, on a pu respirer à partir de mercredi de la Fight Week parce que finalement, elles sont arrivées et tout. Et le truc, c'est que du coup, c'est cool, mon poids il est tombé, tout le monde, il y a eu un soulagement général et tout. Et donc, pour la faire courte, pour revenir à elle, je la vois le vendredi. Elle, ton adversaire? Ouais, mon adversaire, Mélissa. Vendredi Mélissa Dixon. Voilà, d'accord. Enfin, pardon, Mélissa Moulins, vu que du coup elle est de nouveau célibataire, elle a divorcé, donc il faut suivre, on va respecter et l'appeler par son nom, vu qu'elle n'est plus Dixon. On est dans le feuilleton là, c'est dans dans le feuilleton, écoute, je te jure, c'est pas mal. Le vendredi matin, j'arrive vers 6h du mat, un truc comme ça, au PI, parce qu'ils voulaient qu'on fasse notre cutting au PI. Donc du coup, à savoir que j'ai pas fait mon cutting dans mes conditions habituelles. Les conditions du PI sont bonnes, mais c'est pas aussi le côté un peu intime que tu peux connaître, où tu as envie d'être aussi tranquille dans ta chambre, entre ta salle de bain et ta chambre avec tes coachs et tout. Ils voulaient un peu monitorer tout ça. Donc en fait, si tu veux, la différence, c'est que j'ai suivi leur protocole à eux aussi, en leur faisant confiance à eux. Je dis pas, je mets la faute sur personne après sur pourquoi ça a bloqué, si ça avait débloqué quand je suis arrivée, comme en suivant par exemple moi ce que je devais faire ou quoi. Bon voilà, avec Desi, on refait le monde. Donc peu importe, moi la nutritionniste elle a été super carrée, je veux continuer à bosser avec elle là. Elle m'a suivi jusqu'au bout et puis eux-mêmes s'en sont excusés du fait que j'ai eu autant de nutritionniste, ta nutritionniste, non, tu veux dire? Non, la leur, celle de l'UFC. Parce que ça se passe comment? Parce que même pendant toute la semaine, ils vous filent des plats. En fait, tu choisis. C'est un? Ouais, tu choisis. Si tu veux, quand tu arrives au PI, la nourriture, elle est incluse. Donc, tu as un bon de $25 le matin, tu vas manger. Et je ne sais pas si tu peux revenir à chaque fois. Je pense que tu peux revenir à chaque fois dans la journée. Donc, le midi et le soir, prendre ton bon pour aller manger à la cafétéria. Mais après, c'est toi qui te gères. Maintenant, si tu veux faire appel à la nutritionniste, tu n'es pas du tout obligé. Tu vas, tu lui dis ton poids et tu lui dis si tu veux qu'elle gère pour toi ou si tu t'estimes que tu peux gérer tout seul. Moi, maintenant, je me dis, bon, on arrive dans… En fait, les critères n'étaient pas réunis malheureusement pour moi là. J'arrive aux États-Unis et les États-Unis, on connaît la qualité de la nourriture et tout. C'est pas l'Europe. Je veux dire, j'ai réussi… Bon, on va rentrer dans les détails puisqu'on est là pour rentrer dans les détails. J'ai réussi à être constipée en consommant leur salade. Leur salade, je mangeais ça à 85% du temps. Et je n'arrivais pas à aller aux toilettes. Donc, en fait, tu sais, ça paraît, voilà, comme ça, pourquoi raconter celle-là? Non, mais c'est dans la réalité, c'est que tu te poses la question de si quelque chose, enfin, qui sont des fibres et tout, supposé être bon pour ton corps, faciliter le transit et
tu dis malgré ça, tu arrives à ne pas être bien, ouais, je peux pousser la réflexion non, sur la qualité de leur alimentation. Mais ça, c'était pas la bouffe de l'UFC, ça. Ou c'était si. Non, même la bouffe de mais l'UFC. Du coup, ouais, non, c'était la bouffe de l'UFC. Et je pense qu'eux, ils se fournissent quand même auprès des Whole Foods et compagnie et des choses qui sont quand même relativement bonnes pour ton corps, quoi, tu vois. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai fait mon bilan avec la nutritionniste. Ok, on va faire ça, ça, ça et ça. Ton poids, il doit descendre comme ça, comme ça et comme ça. Donc au bout du 3e, 4e jour, on ne comprenait pas trop pourquoi ça ne descendait pas, autant eux autant que moi. Ouais. Après, moi, je pars avec un terrain franchement défavorable. T'étais à quel poids à ce moment-là? Là, j'étais à 71. En fait, avant de prendre l'avion, j'étais à 69 et quelques. Je suis arrivée là-bas, j'étais à 71. Ah ouais? Et non, la rétention d'eau, les règles, tout. Ouais. Comme je te dis, t'as fait plus d'œufs carrément. Ah ouais, non, c'était horrible. Je suis jamais arrivée aussi lourde. Mais comme je te dis, ce qui a été cool, c'est qu'une fois qu'elles sont venues, paf, j'ai perdu genre 3 kilos d'un coup, tu vois. Donc, d'accord. Et puis après, comme j'avais fait leur acclimatation à la chaleur, donc ce qui est quelque chose qu'ils mettent en place au PI, c'est-à-dire que tu as un protocole pour t'habituer, pour que ton corps ne soit pas totalement traumatisé en fait, par le weight cut. Donc ce fameux sauna, alors je vais me dire dans le bon sens, ce fameux vélo dans la tente, dans la tente sauna en fait. T'en fais une demi-heure, puis tu vas au bain chaud et tu fais un peu de sauna normal. Tu fais ça un peu tous les jours. Ils veulent que tu le fasses 10 jours avant le cutting, histoire de vraiment habituer ton corps, que ce ne soit pas un choc en fait. Je pense autant un choc physique qu'aussi émotionnel, parce que c'est vraiment un jeu psychologique aussi le cutting. Donc du coup, comme je te dis, soulagement au moment de la Fight Week parce que mon poids descend et tout. Et en fait, au final, je me dis, bon, bah ça va. Le mercredi, je me dis, bah mon poids finalement, c'est comme d'habitude. C'est le même cutting que j'ai à faire que d'habitude et soulagement de ouf. Mais par contre, gros stress avant. Je vais pas te mentir, gros stress parce qu'on ne comprenait pas. Bref. Parce que là, il te restait combien de jours et tu avais combien à perdre encore? Là, le mercredi, c'était bon. En fait, quand je suis rentrée, quand je t'ai dit, j'ai commencé à faire ma première sudation le jeudi, il me restait 4,8. D'accord. Donc franchement, 4,8, j'étais bien. Franchement, j'avais bien bossé le début de la semaine et tout. Donc je me couche, il me reste 1,3, un truc comme ça. Et 1,3, 1,5, ouais. Et du coup, je me dis, c'est bon, je suis fatiguée. Si je veux que mon corps refournisse cette énergie, il faut que je me repose. Donc, je fais ma nuit. Le matin, je me lève, je retourne dans cette tente où il y a le vélo. Je perds quasi 1. Et puis, à la fin, il me restait genre du 800 grammes. Ouais. Et je vais dans le sauna. Et c'est là que je la croise, en fait. Parce que là, du coup, au PI, ils font en sorte qu'on ne se croise pas en fait. C'est-à-dire que quand elle s'entraîne, je ne peux pas accéder à l'entraînement, ce qui est normal, tu vas pas lire la stratégie et tout. Et même de manière générale, même en ce qu'ils appellent recovery, donc que ce soit les soins kinés, que ce soit les bains, ils font en sorte qu'on ne se croise pas. Sauf que le jour de la pesée, ils n'ont pas le choix, vu que tout le monde a besoin de perdre son poids, il faut pour eux que tout le monde soit au poids, donc voilà. Et j'arrive dans le sauna, moi je garde ma tenue de sudation dans ces cas-là, tu vois, j'aime bien que les choses aillent vite, quitte à souffrir plus fort, je m'en fous, tu vois. Et en fait, c'était juste pour relancer le processus de sudation, vu que j'avais fait une pause. Moi, mon truc pour perdre mon poids, c'est de me mettre en activité tout le temps, en fait. C'est pas, genre, le passif, c'est pas ce qui fonctionne le plus. Et elle est genre par terre, les jambes en l'air, dans son maillot de bain. Et dès qu'elle me voit rentrer, j'ai l'impression qu'elle avait vu le Messi. Elle me dit, Nora, elle me dit, on peut parler à la commission, s'il te plaît? Parce qu'en fait, dans ma tenue, elle a compris qu'il me restait du poids à perdre. Et je la regarde et là, genre, je suis en mode pas bien. Je suis en mode, Et en fait, c'est là où je te dis, il n'y a rien de mieux finalement que l'intime de ce que tu as l'habitude de faire dans ta chambre avec ta salle de bain. Parce que tu n'es pas amené à avoir ce genre d'interaction. Ce genre d'interaction qui peut rentrer dans ta tête, comme je te dis. Et je la vois et je me dis, waouh, elle vient me parler à un moment où tu es en mode vulnérabilité plus. C'est qu'en soi, enfin, j'ai entendu, je l'ai dit dans ma story, quand je dis que je peinais à perdre le poids, ça ne veut pas dire que j'allais pas perdre mon poids comme j'ai pu entendre des remixes majestueux. Ça veut juste dire que t'as quelqu'un qui te dit ça et t'es en mode t'es fatigué, t'en as un peu marre, t'es sur la fin. Et moi j'étais en train de me motiver, allez Nora, c'est les 45 dernières minutes, chauffe-toi et tout. Et puis elle vient et puis elle essaye de me parler et tout. Malheureusement, et c'est peut-être mon défaut dans ma vie, mon défaut qui est ma qualité humaine, trop entière et très
très à l'écoute de l'autre aussi. Donc, tu vois, je la vois dans son état et il y a tout qui traverse dans ma tête en même temps. C'est que je vois qu'elle est en train de… Enfin, elle est dans un état et il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête à ce moment-là. C'est que elle essaye de me demander pour le catch weight et tout, machin. Et je me tourne vers mes coachs. Johnny m'avait suivi dans le sauna et il me dit ouais, Nora… moi, ta décision, il me dit, mais franchement, je suis pas pour, j'aime pas ce genre de choses et compagnie. Et je lui dis, ouais, non, moi non plus, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, profites-en pour parler en français, elle comprend pas, tu vois. J'en parle à Redouane, lui, Redouane, c'est cash, c'est sec, c'est non, mais c'est pas ta pote, rien à foutre, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, tu vois. Et je lui dis, ok, moi je passe mon temps dans le sauna, elle me dit, et puis elle essaye de négocier, machin. Ouais, mais tu sais, peut-être que je sortirais du sauna, je serais au poids. Bah, je lui dis, bah, très bien, tu vois, si tu sors du sauna, que t'es au poids, moi Elle t'avait dit combien il lui restait là ou pas à perdre? Elle m'a dit qu'il lui restait 1,8. Et je la regarde, je lui dis 1,8 kg. Elle me dit non, 1,8 pounds. C'est-à-dire 2 pounds. 2 pounds, ça fait 1 kg, 1 kg environ, tu vois. Toi, il te restait combien? Moi, à ce moment-là, il me restait, comme je te dis, 800 grammes, tu vois. Je lui dis, bah écoute, moi j'ai un peu moins, donc en vrai, tu vois. Et au final, elle part du sauna avant moi. Moi, je fais le temps que j'avais à faire, de manière à remonter, à aller faire mes sprints, parce que c'est comme ça que je me finis en fait. Enfin, sprint, toute proportion gardée, c'est du changement de rythme, sprint de mamie dans mon état. En gros, un petit fractionné. Parce que c'est ça qui me fait suer encore une fois et c'est vraiment ce que j'utilise pour mon dernier kilo, c'est radical, voilà. Peu importe l'état dans lequel ça me met, moi le principal c'est de faire le poids et rapidement. Du coup je sors et là je vois ses coachs autour d'elle, je vois, c'est limite, ça te fait, la scène elle te fait penser aux scènes de lit de mort et tout, tu te dis, et je me dis, putain ça me fait chier d'être là quand normalement j'ai pas à voir tout ça et compagnie. J'ai mes coachs qui me remotivent. Tu veux dire quoi? Ça t'apitoie, ça te… Ouais, dans quel état? c'est moi. Il y a un truc, tu vois, dont je me cache pas. J'ai beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup, je les ressens. Elles me traversent, enfin, je fais en sorte qu'elles me traversent, qu'elles m'habitent pas. Elles sont passagères, mais je les accepte comme elles sont, tu vois. Comme quand je fais une petite digression, comme quand je fais mon entrée à l'UFC Paris, je sais que j'ai entendu, en tout cas, j'ai ouï dire, on m'a rapporté que voilà, ouais, putain, Nora, regarde, elle a les larmes aux yeux, elle va se faire démonter et tout, machin. Mais ça, enfin, non, c'est pas. Quand on dit larmes, quand on dit émotion, c'est ni faiblesse, c'est ni je sais pas quoi. Au contraire, celui qui assume et qui porte ses émotions est l'homme ou la femme forte en fait. C'est-à-dire si je suis en mesure de les afficher et de les comprendre et de m'en servir, je vois pas où est le problème. Donc tu vois, pour l'UFC Paris, c'est que tous mes sacrifices, en fait, là, c'est bon, ils prenaient sens. Tu vois, c'était mon grand moment. C'était le premier big stage, comme on dit, la grande scène. Je regardais les gens, ça scandait mon nom et ça fait plaisir. Et c'était un moment fort pour moi, tu vois. Donc, je m'imprégnais de tout ça, en fait. Donc, pour en revenir à elle, de la même manière, tu sais, je suis partagée. Ouais, je suis une combattante. Et tu sais, je vais te dire un truc parce que je me suis vraiment reconnue en lui. C'est Mike Tyson qui donnait une interview et qui disait qu'il pleurait à chaque fois avant ses combats. J'avais repartagé d'ailleurs. Et ça m'avait tellement parlé. Et puis il disait, parce que je sais que la personne que je m'apprête un petit peu à délivrer est une personne que je déteste profondément parce que c'est pas moi et tout. Enfin, c'est une personne qui va faire du mal. T'es quelqu'un d'autre quand même quand tu t'en prends. Comme je dis, moi c'est plus facile quand une nana fait de la provocation pour que je puisse m'en prendre elle dans une cage que quand elle dit rien et qu'elle fait rien ou… je dois trouver une motivation à aller lui taper dessus, quoi, tu vois. Certes, bien sûr, la carrière, devenir championne et tout, mais ouais, tu sais, faut y aller, quoi. Tu sais, ça reste un sport de combat où tu sais comment tu rentres, mais tu sais pas comment tu sors. Donc, du coup, voilà, je regarde. Donc, ouais, pour te répondre, il y a en même temps est-ce que je devrais pas accepter sa proposition? Elle est vraiment mal. Et à ce moment-là, je pense pas à l'histoire de bonus que je peux gratter. Je pense pas à l'histoire de ranking. Je pense pas à tout ça, en fait, si tu veux. Et c'est peut-être là où il faut que… Pas que je veux dire que je m'endurcisse, mais que je vois peut-être plus mes intérêts et que j'arrête d'être trop humaniste, tu vois. Et je sais que… Parce que tu regrettes, parce que tu as accepté le catch weight. Enfin, tu vas nous dire comment… Non. Ce que je veux dire par là, c'est que là, à ce moment-là, en fait, je t'explique. Donc, je la vois et tout, et t'as mes coachs qui me disent non, mais va faire ton truc et tout, machin. Et puis, surtout, moi, ce que je lui réponds, avant qu'elle sorte, je lui dis écoute, Mélissa, il nous reste 45 minutes.
viens, on essaye on fait en sorte d'aller au bout du truc. Ouais. Au moins, tu auras la satisfaction, toi aussi d'avoir donné tout ce que tu peux et tout. Et voilà quoi, c'est notre taf aussi, tu vois. Ouais. Donc moi, je monte pour faire mes sprints et il y a quelqu'un d'autre qui revient me voir en me disant, Nora, écoute, Mélissa, elle te demande le catch weight et tout. Je dis, ouais, mais on vient de parler il y a 10 minutes et je viens de lui expliquer les choses. Et là, par contre, je commence un petit peu à avoir de l'énervement en moi et surtout, ça me fait perdre du temps, toute cette histoire. Parce qu'on me demande de prendre une décision, le temps passe et finalement, on part plus à l'heure que je pensais à laquelle on devait partir. Je crois que c'est un quart d'heure avant. Donc, il faut de nouveau, comme je te dis, reprovoquer la transpiration. C'est pourquoi j'étais rentrée dans le sauna pour que ça aille plus vite sur le tapis de course. Et donc, on me demande une réponse. Et puis, je sais pas, elle remet le truc par-dessus ou elle est pas loin. Ouais, Mélissa, elle est là et tout. Et j'ai bien compris qu'il y avait… du coup, c'est monté à la tête. J'ai bien compris qu'il y avait une histoire d'argent qui était en jeu aussi. Et je me suis dit, tu sais quoi, fuck it, c'est bon. Tu sais, c'est là… avec le temps que j'ai perdu, en fait, il aurait fallu que je ne sois pas du tout en confrontation avec elle pour ne pas avoir tout ça dans la tête. Et à un moment, oui, il y a mes coachs. Non, ce n'est pas un manque d'expérience de leur part ou quoi. C'est qu'à un moment, il y a le fait que je ne suis pas leur chose aussi. Ils me respectent en tant qu'être humain, en tant que combattante, en tant que femme. Et mon avis compte aussi. Et ils me demandent ce que je veux faire, tu vois. Ouais. Et je leur dis, ouais, concrètement, bah là, vu le temps qui est passé, le temps qui a été gâché, bah, il n'y a plus de temps, donc on accepte le catch weight. Et voilà, écoute, c'est… Moi, si tu veux, tout le temps, ce qui s'est passé, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas j'avais peur que le combat se fasse pas, parce que c'est vrai que je la connais pas. Alors, il y a plein de règles que je connaissais pas et que j'ai appris au passage. Je ne savais pas que dans tous les cas, le combat pouvait se faire jusqu'à 3 pounds. Je savais pas qu'il y avait une limite. Pour moi, c'est si je dépassais, quand tu dépasses de toute façon 61,7, je savais pas que le combat pouvait se faire quand même, à part s'il y avait un catch weight. Donc maintenant, je sais qu'il y a une règle des 3 pounds. Je savais pas que j'étais pas éligible au bonus. Ah oui. Et ça, je t'avoue, quand je l'ai su après, je me suis dit, ah ouais. Et quand on nous a expliqué que j'ai pas eu les 50K, à cause de ça, bah, je t'avoue, tu rentres en France. Ça t'a traversé l'esprit de la mettre KO une deuxième fois, non? Franchement, après coup, ouais, je me suis dit, ah ouais, ma vie, elle aurait pu être tout à fait différente avec ça. Et non, bah, je rentre, on va regalérer un peu, c'est pas grave. Hein. Parce que là, normalement, tu devais rentrer dans le top 15. Ouais, je pense que j'aurais pas été 15e. Vu les. Ah, parce que là, t'es 15e? Non, si j'étais rentrée dans le top 15, je pense que j'aurais pas été 15e. Je pense qu'on m'aurait classé 12, un truc comme ça, tu vois. Mais surtout, en fait, ça fait mal pour le ranking, surtout, je vais pas te mentir. Et ça fait mal parce que parmi les nanas qui ont combattu, il y en a beaucoup qui ont manqué le poids à plusieurs reprises et qui ont fait des catch weight, mais qui avaient quand même été classées. Tout comme leurs nanas qui restent classées 2 piges et demi alors qu'elles ne combattent pas. Et c'est pour ça que moi, ça me pose problème. Aujourd'hui, tu regardes Fight Matrix, je suis 7e mondiale, d'accord Pour moi, l'activité est prime et… Tu vois, il y a des grands savants dans d'autres podcasts que j'ai pu voir qui ont pu parler de ce qui s'est passé me concernant sans avoir les informations ou quoi. Très honnêtement, s'ils connaissent tant que ça veut dire qu'ils peuvent aussi m'expliquer pourquoi, je sais pas, Manon, elle passe de 2 à 3 comme ça, comme par magie, alors que personne n'a combattu, que Erin repasse devant. Non, il faut aussi parler des choses franchement. C'est que le classement de l'UFC, à un moment, il est fait par des personnes qui souhaitent voir d'autres personnes ou non devant. Je pense que tu allais m'en parler de l'UFC 300. Il est orienté par leur storytelling, bien sûr. Non, mais exactement. Tu vois, je pense que tu vas me parler à un moment de l'UFC 300 et de Kayla Harrison. C'est la même chose. Il lui donne Holly Holm, qui est classée 5e. Je regarde le ranking ce matin. Bien évidemment que Kayla Harrison, elle est passée numéro 4 alors qu'elle était non rankée et tout le monde a perdu une place. Mais tu regardes l'histoire et que tu te dis pourquoi. C'est vrai que ça fait mal et c'est ce que je disais globalement, je ne sais plus à qui j'en parlais, je crois que j'en ai fait allusion quand j'étais en live pendant l'UFC 300. Mais de savoir que l'histoire, elle est déjà écrite pour certains, pour arranger un certain business, ouais, ça… Tu vois, tu te dis que le chemin n'est pas le même pour tout le monde et ça fait mal. Ça veut dire qu'en vrai, j'aurais pu aussi battre Mélissa. Peut-être qu'il ne m'aurait pas classé ou peut-être qu'il m'aurait classé et déclassé. Parce que pareil, pourquoi Mélissa a été classée? Elle a été classée 15e en combattant, je crois, au mois d'octobre ou novembre. Elle a été classée au mois de janvier ou de février, out of nowhere, genre venue de nulle part.
15e, alors qu'elle a combattu une fille qui avait 1-0 à l'UFC. Et j'ai combattu une fille au mois de septembre, dont c'était la 7e apparition à l'UFC, qui était en 13-4. Et moi, on ne me classe pas. Enfin, tu vois, c'est quand même un peu bizarre. Donc, puisqu'il y a certaines personnes qui ont l'air de connaître tous les ressorts du classement, il faudrait qu'on me rende compte pourquoi certains Français bougent de position, pourquoi certains Français n'ont pas déjà la ceinture ou n'acceptent pas déjà au title shot. Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, non, il faut aussi... Serait-ce les lois du marché ? Serait-ce les lois du marché, serait-ce parce que Kayla Harrison, tout comme Erin à l'époque, avant qu'elle se fasse battre par Manon et qui voit enfin que Manon mérite de monter, voilà, tu as aussi un drapeau américain, tu es vachement facilité aussi, on va pas se mentir. Ça, c'est une entreprise américaine, tu vois. Bien sûr. Donc, Puis c'est déjà un marché américain avant tout. C'est ça. Le pay-per-view, voilà. Bon. Donc voilà. Et tout ça pour te répondre toi, que... excuse-moi, le point sur lequel je voulais vraiment revenir, parce que du coup, on a parlé de plein de choses, mais pour revenir à cette histoire de poids, moi, quand je vois Melissa et que pourquoi ça s'est vraiment rentré dans ma tête, quand je monte pour faire mes sprints et qu'on me relance, c'est que je comprends qu'elle est au bout de sa vie et que peut-être elle est en train de forcer pour faire le poids, parce qu'elle me voit en train de forcer pour faire le poids. Et franchement, là, et c'est là où je veux convoquer tout le monde, comme on dit MMX ou autre, ou même juste chaque personne dotée d'un cerveau. Et là, il faut se plonger dans le cerveau de l'athlète, ce qui est très compliqué pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'on n'est pas juste de la chair et que voilà, c'est easy comme ça. C'est un taf qui demande beaucoup de sacrifices. Tu t'entraînes 2 à 3 fois par jour, tu n'as pas de vie et compagnie. Et concrètement, quand tu signes pour un combat, quand ce n'est pas en short notice, quand tu as l'annonce à l'avance, pendant 3 mois, ta vie, elle ne tourne autour que de ça. Toute ta vie, elle est orientée sur ça. Tes sacrifices sont orientés sur ça. Absolument tout. Tu ne vois que ça le jour du combat. Fred, tu arrives le jour du combat, enfin le jour de la pesée, la nana, elle est en train de forcer. Et on a vu que ça s'est déjà passé en plus dernièrement. Voilà, tu as des gens qui sont out parce qu'au dernier moment, ils font des malaises. Ça termine à l'hôpital. Et là, il n'y a pas d'histoire de 20% de bonus, il n'y a même pas d'histoire de prime. Parce que tu ne combats pas, donc tu n'as pas l'occasion de performer sur la scène mondiale et de montrer ce que tu vaux, surtout en début de carrière, puisqu'on me dit en début de carrière, quand même, passer à côté d'un classement, passer à côté de machin. En fait, c'est même pas ça. C'est pire que de ne pas être classé, de ne pas toucher de bonus et tout, ne pas combattre. Et ça veut dire attendre encore je ne sais combien de temps, peut-être l'UFC Paris. Donc quoi, combattre à l'UFC Paris une première fois, une deuxième fois à l'autre UFC Paris et être inactive et être encore personne pendant 1 an. Non, à choisir, je préfère ne rien toucher, faire une performance comme j'ai fait, qu'on s'en souvienne de ce KO foie qui a beaucoup marqué et tout, et de se dire, ok, on sait qui est Nora Cornell, on sait de quoi elle est capable. Moi, ce qui était rentré dans ma tête, c'est que je me dis, mais Melissa, en forçant comme ça, par ego, par fierté, elle va terminer à l'hôpital. Et moi, je me retrouve à avoir travaillé pendant 3 mois. Tu ne travailles jamais pour rien, tu vois, tu te prépares pour une adversaire potentielle. Mais à ne pas pouvoir avoir de combat, donc pour un combattant, c'est quand même horrible. Tu sais, tu fais tout, tu te pèses et finalement, tu es là-bas et tu n'as pas de combat. Ne pas être payé non plus, parce que c'est une réalité aussi. Je veux dire, il ne faut pas croire que parce qu'on signe à l'UFC, voilà, on est dans une précarité totale quand on commence, si on ne fait rien à côté. Maintenant, comment faire quelque chose où tu es bien payé quand tu te donnes autant à l'entraînement pour performer sur la scène mondiale et avoir une prestation qui ne soit pas critiquée et qui soit de qualité, où vraiment tu vois un niveau et que c'est qu'une strikeuse et tout, machin. Pour être une combattante complète de MMA, avoir du sol, avoir de la lutte, adapter son striking, ça demande vraiment du temps et ça demande vraiment beaucoup de temps. Ça demande un focus de fou parce qu'avoir le temps, si tu n'as pas l'énergie, si tu n'es pas centré sur ce que tu apprends, si tu n'es pas dans une concentration optimale et maximale et si tu es parasité par d'autres activités et tout, ça devient aussi vite compliqué, tu vois. Faut penser à tout ça en fait. Donc moi je me dis non, en fait je veux juste mon combat, je veux qu'elle soit en santé dans la cage et qu'elle soit en face de moi le lendemain et je veux pas qu'on me dise Mélissa elle a terminé à l'hôpital. Ouais, non, en fait, là, il n'y a pas de question de. On a réussi oui, tu veux qu'elle perde son combat dans la cage. Voilà, c'est ça. Et puis, tu vois, donc. Ouais, c'est peut-être une erreur pour certains. Là, tu vois, ça me permet aussi d'avancer mes arguments et donner des clés de compréhension à certaines personnes aussi. Donc voilà, moi, tu vois, tu me les demandes, je les donne et j'ai aucun souci à les donner sans tabou, sans filtre et peut-être sans pas du tout de filtre et ça peut déranger des personnes. Mais moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Concrètement, je veux dire, il y a trop de paramètres à prendre en compte pour juste juger d'une situation, tu vois, surtout quand tu ne sais absolument pas ce qui s'est passé pendant, déjà, quand tu n'as pas tous les détails de la situation et tu ne sais pas quel est le process mental de la personne qui prend la décision quand même. Donc voilà. Ouais. Et toi,
Comment ça s'est passé? Comment tu lui as dit justement? Comment tu lui as dit que c'était bon pour le catch weight? Alors du coup, je suis sur mon tapis, je le dis au coach et je finis par descendre. Et elle me dit, vas-y, elle est dans le vestiaire, elle veut te parler et compagnie, machin. Je lui dis, ouais, je suis là. Elle me dit, ouais, vas-y, t'es OK pour le poids et tout, machin, nanana. Je lui dis, OK. Je lui dis, vas-y, on le fait, le catch weight et compagnie. On se pèse, on est, je crois, à 0,0.2 près. Je lui dis, vas-y, on s'entend pour faire 138,5, tu vois. Et du coup, elle me serre la main, elle me dit, ouais, merci beaucoup, on va faire une grosse guerre et tout, machin. Et puis, elle m'avait déjà avancé l'argument de, plutôt qu'on fasse un combat tout nul et compagnie, au moins on sera en bonne forme et compagnie et tout. Et non, quand je souriais au moment de la pesée, c'est pas parce que j'étais contente d'avoir fait un catch weight, c'est parce qu'elle me regarde et elle me dit, bon alors, elle a essayé de faire ami après pendant tout le long. Je sais qu'elle était hyper reconnaissante et tout, tu vois, elle était hyper contente et tout. Et je l'ai senti, tu vois, mais à tel point, c'est ça va, t'as bien mangé, machin. Et je me dis, bon, au bout d'un moment, c'est bon, hein, je t'aime bien, mais reprends tes distances, on va se bagarrer demain, tu vois, il faut quand même laisser monter. Et en fait, en face à face, elle me dit, je sais jamais quoi faire pendant les face-off et tout. Et moi, je souris, je lui dis, écoute, en fait, suis la tendance et follow l'énergie de la personne, ça va bien se passer, tu vois. Et je me dis, en fait, je rigole parce que la scène, elle est lunaire, en fait. Et en fait, je repense à tout et je me dis, mais c'est lunaire. Vous étiez amis, ça y est. Amis pour la vie. C'est ça, pour elle, on était grandes copines. Puis, tu sais, parce qu'elle a un passif aussi avec Johnny. Elle avait déjà demandé à s'entraîner à Paris. Bah oui. Elle connaît toutes mes sparring partners au niveau des filles, les garçons non, mais elle connaît les filles qui s'entraînaient au NR Fight, tu vois, vu qu'elle est venue s'entraîner là-bas et tout. Donc, il y avait une accroche, quoi, tu vois. Et elle s'est dit que peut-être elle pouvait. Mais moi, je la connais pas. Moi, c'est juste mon adversaire à venir et c'est juste une étape de plus à passer, tu vois. Ce qui n'empêche pas que ça me dérange pas après le fight, il n'y a pas de souci, on va se manger une glace et tout, il n'y a pas de galère, mais avant le fight, laisse-moi tranquille. C'est voilà, sans mauvais sentiments ou quoi, mais il n'y a pas à lier de relations outre mesure que ce qui va se passer, quoi. Et alors le combat, c'est du gingembre. Je tiens à préciser. Oui, ici on mange voilà. on boit que du naturel. Exactement. Enfin, des trucs forts, mais voilà. Voilà, les autres trucs forts, je les laisse aux messieurs les plus anciens. Voilà, aussi. Donc c'est le jour J, le jour du combat. Dans quel état t'es, comment ça se passe? Tout s'aligne bien ou voilà, est-ce que ça s'aligne? Je me dis, en fait, le jour du combat, je fais ma recharge et tout. Le seul truc, c'est que je me réveille mais avec des cernes, des valises. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. Et en fait, hier, j'ai compris pourquoi. Parce que du coup, en rentrant, j'ai fait mes analyses de sang. Et tu vois, c'est quand même un sujet que j'aborde parce que je le fais sans tabou. C'est que, mais au niveau des analyses de sang, c'est la merde. Ça a rechuté. Mais écoute, Dieu merci, j'ai enfin vu une endocrinologue, celle de l'INSEP, donc j'espère qu'on va trouver une solution pour moi. Ouais. Mais des valises comme ça, et je me dis, mais c'est quoi cette tronche? Déjà, il faut se lever, parce que je n'ai pas la recharge habituelle. Je ne combats pas à 19 ou 20 heures, je combats à midi. Pile, je dois être dans la cage en train de me tartiner avec la fille, tu vois. Donc on me dit, on vient te récupérer à 10 heures, surtout ne rate pas la navette, tu vois. Donc déjà, en plus, tu sais, la pression, ils savent te la mettre comme il faut, l'UFC, tu vois, c'est bien comme il faut. Donc je mets mon réveil et tout, et je sens que je suis fatiguée. La veille, je n'avais pas réussi à faire la sieste. Donc j'avais accumulé toute la fatigue de la journée, j'avais dormi 4 heures la nuit précédente, excuse-moi. Et du coup, on prend la navette, mais du coup on attend parce que pareil, ils la font partir en premier. Donc j'attends 20 minutes de plus, 20 minutes où j'aurais pu me poser. Donc là ça me saoule un peu, tu vois, on finit par partir. Ce qui est cool, c'est qu'en arrivant, j'ai mon petit KGB comme je dis, mais en tout cas, voilà, on avait un vestiaire que pour nous tout seuls. Donc, ce qu'il fallait de maths d'espace de maths pour s'entraîner, pour s'échauffer. Voilà, j'ai pu avoir mon cutman, celui que j'avais choisi et tout, ça se passe bien. Il détend bien l'atmosphère, Tate. Franchement, il est très drôle. Et c'est cool. Et puis, au moment d'y aller, pareil, j'arrête pas de leur dire pendant l'échauffement, je suis pas réveillée. C'est quand tu sens la fatigue dans ton visage et que c'est horrible et que t'arrives pas à, tu vois. Et j'arrive à produire physiquement. Donc ils se foutent de ma gueule un peu, t'es pas réveillée? Non mais je le sens, je suis pas réveillée. Ah, t'inquiète pas, on va te réveiller. Et en fait, il n'y a rien qui y fait, tu vois. On y va, je fais mon entrée. Et en fait, pareil, comme à Paris, il y a le stress, il s'en va dès que j'arrive là-bas en fait. Quand avant, moi, le stress, je le gardais jusqu'au début du premier round et tout. Là, le stress il s'éteint, je rentre dans la cage.
Bon, je rentre première, ça me fâche un peu. Mais du coup, j'attends et tout, elle rentre. Et là, je me dis, bah, c'est bon, on est dans la cage. Comme d'habitude, comme au théâtre. Boum, les lumières s'abaissent et c'est à nous. Et surtout, je me dis, il n'y a aucune possibilité qu'elle gagne. Il n'y a aucune possibilité que cette femme ressorte de cette cage, cette cage avec le point levé. C'est impossible. C'est impossible parce que je repense à trop de choses, et notamment qu'elle m'a demandé le catch weight, alors qu'il lui restait, genre, je sais pas, 600 grammes à perdre, tu vois. C'est 600 grammes à perdre et qu'elle me le demande quasiment 1 heure avant. Il te reste 1 heure? Non, en fait. Ah, tu voyais ça comme le fait qu'elle ait baissé les bras déjà, Exactement. en fait. Ouais. Je me dis… Et comme pour une moi, première défaite pour elle. Exactement. Elle a perdu d'avance. En fait, si tu veux, moi, juste par ego ou fierté, jamais de la vie. Soit je demande le catch weight genre 2-3 jours avant, mais genre 1 heure avant, non. Ouais. Et je me dis, impossible. Impossible. Et je me dis surtout, comme elle avait mis dans une story, donc elle encourageait une de ses copines, et puis elle met, moi, le 6 avril, elle dit « Ever I'm gonna come back with sweet dreams of submission or Picasso her face ». Donc, traduction, elle revient avec des doux rêves de soumission, donc elle donne son game plan, ce qui est un peu stupide, soit elle me Picasso le visage. Je me suis dit, waouh, c'est très intéressant pour elle. Elle casse le bras ou elle déforme la tête. Ouais. Elle a l'air vachement sûre d'elle, tu vois. Je veux dire, je sais pas si elle sait quand même qu'elle parle à une, sans prétention aucune, tu vois, strikeuse d'élite, mais pourquoi pas, vas-y, tu vois. Et je me dis, cette phrase-là, il faut que je fasse regretter, mais à tout jamais, en fait. C'est-à-dire qu'au premier jab, il faut qu'elle le sente. Et ouais, c'est un peu ce qui s'est passé. Elle m'a touché en retour aussi à un moment, encore une fois, c'est par mes propres erreurs où j'ai pas décalé au bon endroit. Mais voilà, je pensais à tout ça et ça a été ma motivation, et aussi vraiment quelque chose que j'ai dit en interview et qui est véritable. Je pense qu'elle avait rencontré personne de mon calibre. Je pense pas en tant que combattante de MMA, mais tu vois, en niveau de pied-point et en détermination mentale. Ouais. Moi, je dis, je suis pas la meilleure combattante, machin, mais ma détermination mentale, ce qu'il y a dans ma tête, genre le dog in me, comme ils disent les Américains, tu peux pas me l'enlever. Tu peux pas me l'enlever. C'est-à-dire que je peux crever dans la cage. S'il y a un truc que tu peux pas m'enlever, c'est ça. Alors ouais, tu vois, peut-être que Nora a fait trop voilà, son sol c'est trop en force, son striking, machin. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a des choses qu'on peut pas m'enlever et parmi ces adversaires, ce que j'avais vu, personne. Enfin voilà. Mon coach, il le dit, et c'est vrai, peut-être que ça peut ne pas faire très joli comme ça, mais je suis une chienne de la casse, en fait, je lâche pas l'affaire. Et je pensais qu'elle allait l'être autant que moi. Je suis un peu restée sur ma faim, mais je pense que aussi elle était vachement à bout, et mentalement, j'avais gagné la veille, en fait. Mentalement, j'avais gagné la veille. Ouais. Et ce combat, les sensations, t'étais bien, t'étais lucide? Oui, j'étais bien, lucide, je me sentais bien. Je me suis jamais sentie, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien, en fait. Tu vois, j'arrive dans la cage, j'avais rien, enfin j'avais une blessure au genou, mon genou qui avait fait plop 4 semaines auparavant, qui traînait, donc c'était ma grosse inquiétude dans ma tête. Mais tu sais, après, avec l'adrénaline, t'oublies. Avec l'adrénaline, t'oublies, j'ai essayé de faire attention aussi, mais les sensations étaient bonnes, je me sentais bien, j'étais en contrôle à chaque fois, j'étais lucide sur tout ce qui se passait. Et c'est là où, avec Redouane, on s'est vraiment dit qu'il me dit, moi je le sens, t'as passé un step dans ce combat. Ouais, je te disais, je pense que j'ai pas atteint la quintessence genre de mon niveau, et je te parle pas simplement au niveau technique ou autre, c'est vraiment en termes de comment t'appréhendes le combat et comment tu débloques et comment tu es sûr à 200% de ce que tu fais. Et en fait, c'est ce qu'il me disait, Redouane, il me dit ce qui fait la différence entre une Amanda Nunes et toi, c'est que quand tu analyses le game Amanda Nunes. Waouh! En plus, il existe ce mec, merde alors. Nunes. Nunes. Ah, la fatigue, quand je me dis que je suis fatiguée, que j'ai pas récupéré de Las Vegas, purée. C'est que Amanda, elle fait des choses très simples quand on analyse son game, mais elle est très sûre d'elle. Genre son capital confiance en elle, c'est-à-dire qu'elle est en face de toi, sa confiance, voilà. Alors, et je pense que c'est encore ça, avoir encore plus confiance en moi, tu vois, qui ferait vraiment la différence.
Et c'est pas tant par rapport à la personne que j'ai en face de moi, hein, parce que ça fait aucune différence, mais c'est plus moi pouvoir vraiment retirer une bonne fois pour toutes ce stress de tellement l'envie de bien faire et d'appliquer, tu sais, comme je te dis, 3 mois où tu as engrangé, appris des choses, où des coachs ont passé du temps avec toi et tu as envie de les rendre fiers, tu as envie de pouvoir avoir les réponses à tout et les faire correctement, tu vois. C'est quand tu l'exécutes dans la cage, c'est ne pas te merder, quoi. Et c'est vraiment ça. Donc, tu vois, le stress, je t'en ai parlé, c'est bien parce qu'il s'arrête dès que je fais mon entrée. Et je suis déjà… Avant, j'avais ce stress du premier round où j'avais l'impression de manquer d'oxygène et tout, tu sais, comme si tu n'avais pas de cardio alors que tu as travaillé ça genre, en trop grande partie. Et c'est vraiment ça, je pense, le fait de me dire une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je te dis, je parlais du fait que être un bon athlète, c'est pas être la meilleure version de toi-même en tant qu'athlète. Ça se travaille pas seulement au niveau de l'entraînement et tout. C'est aussi au niveau interne, au niveau du travail que tu fais sur ta personne et même aller résoudre et chercher, je sais pas, les traumas de ton enfance ou les dysfonctionnements ou tes barrières psychologiques chez toi. C'est-à-dire aussi se convaincre qu'on mérite ce qui nous arrive et se convaincre qu'on mérite d'être champion ou d'être championne, tu vois. Et parfois, c'est des mécanismes inconscients et tout. Et je pense qu'une fois que tu débloques et que tu travailles sur tous ces aspects de ta personne, et tu t'autorises à être vraiment, la meilleure version de toi. Tu veux dire que la technique et la psychologie, en fait, peuvent être liées comme ça et travailler. Et je pense que parfois, on se surprend à faire les choses mieux d'une manière ou quoi, et il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on travaille à côté, tu vois. En termes personnels, je veux dire, tu vois. Quand tu travailles sur ta personne et compagnie et que tu débloques, comme je te dis, ça, certaines choses, voilà, qu'il y a des leviers que tu actives et que tu as un meilleur, je sais pas, amour de toi-même, une meilleure acceptation de certaines choses, ça te permet en fait d'avoir une vision différente de la vie et aussi de certaines choses, vraiment, même si ça peut paraître un petit peu fou ce que je dis, mais c'est une réalité en fait, de comment tu exécutes au mieux. Et de toute façon, quand tu te sens bien, tu exécutes souvent mieux les choses dans ta vie de tous les jours, de toute manière. Bien sûr, oui, c'est… si c'est t'es un plus peu fluide. ce que je viens de dire. Mais non, mais si t'es plus fluide dans ta vie, surtout si tu sais pourquoi tu fais les choses. C'est ça. Tu sais pourquoi. C'est comme la technique en fait. La vie, c'est comme la technique. Si tu sais pourquoi tu fais des choses, tu as les grands principes, ça va rejaillir partout en fait. Carrément. Et je sais plus si je t'avais demandé ça. Tu sais toi vraiment pourquoi tu combats? Pourquoi tu casses des gueules? Parce qu'en plus, tu m'as avoué tout à l'heure que tu étais bagarreuse. Donc tu as ça enfoui vraiment au fond de toi. Tu vois, c'est pas. C'est vrai que j'ai toujours été bagarreuse, mais pareil, tu vois, il faut se poser la question. Alors là, on va rentrer du perso plus, on va voir ce qui va sortir de ma bouche ou pas, tu vois. Mais parce qu'il y a toujours des lieux et des moments pour, tu vois. Mais pareil, pourquoi j'étais une enfant bagarreuse au final? Qu'est-ce que je cherchais à exprimer? Quelle attention je cherchais à avoir? Par qui? Comment? C'était quoi mon but finalement quand je faisais ça? Et même si je répondais à la provocation, qu'est-ce qui fait que je me bagarrais plus que je ne tournais les talons que je n'étais un enfant, que je n'étais une pleureuse, tu vois, par exemple. Surtout, tu avais eu du plaisir à te battre? Ouais. J'aimais bien ça. Franchement, quand j'étais petite, j'aimais bien ça me foutre sur la gueule et je me foutais sur la gueule avec les garçons en fait. Jusqu'à ce que j'arrive au collège et que j'ai compris qu'il y avait une différence de force et que ça m'a un peu calmé. Ça commence à se déséquilibrer. Ça commence à se déséquilibrer franchement. Et tu te souviens de la première fois d'ailleurs, ta première baston où tu t'es dit mais putain mais j'aime ça en fait? Je sais pas. Franchement, dès petite, parce que je te dis, moi j'ai grandi en cité et fallait aussi t'affirmer d'une certaine manière, tu vois. Et quand il y avait un garçon qui clairement me faisait chier ou tu sais, voulait un peu trop, ouais mais non en fait, je vais pas me laisser faire et je vais te faire comprendre comment je vais pas me laisser faire, quoi, tu vois. Et ouais, c'est quelque chose qui est un peu resté en grandissant via d'autres moyens, tu vois. Parfois, t'apprends plus la joute verbale en grandissant, par exemple, et puis t'apprends à mûrir, donc tu arrêtes de te battre pour tout et n'importe quoi. Mais
Ouais, je pense que le fait de montrer que je peux m'affirmer, que je sais me défendre et qu'est-ce que je défends, tu sais, au-delà de moi, est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que je défends? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que j'affirme? Et je pense qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte sans rentrer dans des détails de fou, mais je pense que ça va au-delà de ma personne en fait. Ça va chercher encore plus loin en fait. Ouais. Ouais. T'en as déjà parlé ça avec d'autres combattants ou d'autres combattantes? Jamais. Jamais, ouais. Jamais, ou en tout cas pas que je me souvienne, peut-être très récemment. Ouais, non, j'ai eu cette conversation avec quelqu'un, mais c'est là où j'ai eu un déclic et je me suis dit, ouais, non, mais en fait, c'est ça. Et je suis pas sûre que c'était un combattant ou une combattante, je sais plus. Mais c'est vrai que c'est des sujets que j'aimerais aborder beaucoup plus, tu vois, que je me bagarre parce que machin, ou je combats, et tu vois, et rester sur du superficiel. Et, parce que c'est clairement pas, surtout la voie que tu avais pris, sur laquelle tu étais au départ, le Muay Thai, c'est clairement pas la carrière, tu vois, tu faisais pas ça pour l'argent. Non, c'est… Enfin, tu n'as jamais pensé carrière quand tu as commencé au départ sérieusement la boxe thaï? Non, quand je pensais boxe thaï, je pensais opportunité d'être athlète de haut niveau et d'être la meilleure dans ce que je fais. En fait, c'était vraiment, je voulais m'affirmer comme, tu vois, même en commençant tard, parce que j'ai commencé tard, tu vois, que je pouvais accéder à un haut niveau et que je pouvais m'affirmer en tant que numéro 1 dans ce que je fais. J'ai toujours fait du sport pour la compétition. Je ne connais pas le sport loisir, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais su en fait, tu vois. Et vraiment pour moi, être sur un podium, être la numéro 1, être la meilleure et dominer. En fait, dominer. Dominer clairement. C'est dominer, performer, exécuter. Pour moi, la beauté de l'exécution, elle est super importante, tu vois. C'est… Pour ça, quand on me dit que je fais du sol en force par moment, parfois il faut bien te servir de ta puissance, mais c'est pas vrai en fait. Mon sol, je travaille avec mon ancien coach de sol, je le travaille avec Johnny, on ne fait pas un sol de force, on fait un sol efficace, on fait un sol où c'est recherché, on sait pourquoi on met tel pied, telle main à cet endroit. Donc aussi pour ça, pour la beauté du geste. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent beaucoup en Muay Thai, tu vois. C'est pas juste des sports où voilà, c'est la beauté du geste et la beauté de l'exécution, elle est importante. Et justement, sol et lutte aussi, tu parlais de l'UFC 300. Ouais. Donc il y a Kayla Harrison, donc dans ta catégorie, en moins de 61 kilos. Tu as vu son combat donc en direct, en live. C'est une judokate, elle a été double championne olympique. Dans une caté, je crois que c'est la caté la plus lourde. Moins de 78 kilos. Et elle était aussi dans la caté de Ronda Rousey, en judo. Donc elle a déjà perdu en judo contre Ronda Rousey. T'es sûr? C'était pas la caté en un an, elle a changé de caté. En un an, elle a pris 10 kilos, voire plus encore, même plus. Ok. Et donc, et c'est marrant parce que là, on se retrouve aussi dans la caté de Ronda Rousey, moins de 61 kilos. Tu parlais Amanda Nunes, justement. Elle a pris la suite de Ronda. En fait, tu étais dans la caté la plus connue chez les filles. La caté de Ronda Rousey, la caté d'Amanda Nunes. On me disait, je suis dans la catégorie reine, qu'est-ce que ça me fait? Et je disais, pourquoi catégorie reine? Mais c'est vrai que du coup, Ronda qui a amené les femmes à l'UFC, en parlant à Dana, qui a été une grande championne, quoi qu'on en dise et quoi comment… Ah mais c'est indubitable, personne. Tu vois, non, bien sûr. Il y a eu Amanda Nunes, et puis je veux dire, tu vois, comme je dis, j'ai envie qu'on me donne des opportunités dans cette catégorie parce qu'il y a des noms que je tiens vraiment à affronter. Alors dis-nous, donne-nous les noms. Non mais justement pour les gens, enfin les gens, quand je dis les gens, c'est gros comme mot. Mais… Sur la victoire de Kayla Harrison, on va en reparler. Justement, Amanda Nunes apparemment a balancé un message et tout, donc parce qu'elle a arrêté il y a combien de temps c'est en juin de l'année dernière, donc c'est encore un an. Donc elle reviendrait, si Kayla Harrison est championne, elle reviendrait éventuellement dans la KT.
Bah écoute, tu vois, encore Et- une fois, on parlait des plans marketing de cette fabuleuse entreprise américaine. Apparemment, ce qui était dans leur tête de base, ça aurait été un appel à Honda pour l'UFC 300 pour faire du Honda Kayla, ce qui aurait été effectivement un retentissement en particulier pour l'histoire du sport aussi. Amanda, je ne sais pas si elle a été appelée ou quoi. Ouais. Mais au final, c'était contre Holly Holm. Et puis du coup, effectivement, Amanda qui fait sa vidéo en tendant l'oreille quand il y a son écran avec Kayla en interview post-fight derrière. Ouais. Et elle s'attendait, en gros, le message c'était « Ah bah tiens, c'est marrant, elle me call-out pas. » Oui, bah en fait… Elle a disparu des radars pourquoi- depuis. pourquoi faire, hein, tu Bah vois, ouais. tu sais, c'est… Enfin, je veux dire, effectivement, quand tu prends ta retraite à un moment… Hmm. Voilà. Mais comme je dis, moi, si je devenais rapidement championne et que j'estime qu'il me fallait une compétition supérieure, j'aurais été capable de call-out Amanda, tu vois, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que ça me paraît pas totalement incohérent. Mais après, le fait que ce soit Amanda qui se manifeste pour ça, je me dis, est-ce que tu as besoin de cette attention, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est toi qui as raccroché les gants, donc accepte qu'on… Enfin, la vidéo n'avait pas trop de sens. Maintenant… Sauf pour donner, relancer un peu la KT. Oui. Si l'UFC est derrière ça, ce qui paraît, ce qui serait pas illogique, effectivement. Exactement, Et puis, c'est pas impossible que ça la travaille un petit peu aussi. Bien sûr. Je Bah, Parce que que- dit à chaque fois, personne n'est championne, genre personne ne m'égale et tout. Mais bon, faut accepter qu'il y ait une Parce qu'à l'époque, quand même, quand elle a pris sa retraite, c'est vrai qu'elle était, voilà, elle roulait sur tout le monde. Enfin, elle avait plus de concurrence. Et même sa défaite, pour moi, ça sent un peu l'arnaque, voilà. Ouais, pour relancer le truc. Ça sent la bonne arnaque et tout, parce qu'après, elle prend sa revanche FISA ça comme va, si de rien très n'était. rapidement et très facilement. Je suis assez d'accord avec toi sur ça. Donc tu vois, tout un storytelling déjà écrit, Oui. tu vois, on en parlait. Hein, l'histoire, Il y a plusieurs coups en avance. c'est ça. Voilà, elle est parfois fabriquée, donc ce qui peut C'est- bah, parfois dégoûter, hein, je te mens pas. Ouais. Tu te dis, moi je suis une travailleuse d'arrache-pied, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller. Et puis, bah, comme dans tout milieu et toute sphère, bah, tu as forcément les personnes qui régissent le jeu, qui ont tu vois, d'autres les maîtres plans. du jeu, voilà, qui ont leurs plans et qui peuvent te ralentir en cours de route. Oui, mais après, tu peux déjouer les plans. Bien sûr. Il Et, faut être smart et parfois il faut jouer leur jeu. Mais voilà, pour ça, il faut faire ta place. Voilà. Petit à petit, comme on dit, step by step. Mais pour te répondre, comme on dit, c'était l'expression américaine qu'une de mes potes me disait, c'était kicking ass, la kick ass take names. Bah, ce serait quel nom prendre Holly Holm avant qu'elle s'en aille. Mais bon, Holly Holm, justement, qui a perdu ouais. contre Kayla Harrison. Qui reste quand même une figure, tu vois, c'est pour ça que je me parle de légende, c'est plus de figure du sport. Et puis, bah, qui reste à part Elle a commencé par le pied-point, elle aussi, d'ailleurs. L'anglaise, non Elle est devenue championne du monde d'anglaise, mais avant, elle a commencé par le pied-point. Et Misha Tate. Oui. Mais parce que pour les noms emblématiques, tu vois, Ouais. genre ça me ferait trop kiffer. En plus, elle était au PI et tout, et puis elle me regardait dans la cryo. Et elle me regardait comme ça, elle me dit, moi, j'arrive pas à faire ça. Ah ouais. Ah, tu l'as Donc, croisée, croisée là-bas. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Alors, elle était comment Elle a l'air franchement sweet comme personne. C'est Ouais. vraiment. Mais non, mais je veux dire, physiquement, elle était. Physiquement, je pense pas qu'elle s'entraîne terriblement en ce moment. Ouais, quoi. oui. Elle a l'air très chill en ce moment. Elle a l'air vraiment très très chill. Elle avait l'air d'être là plus pour les soins et tout que pour s'entraîner. Tu vois. D'accord, bien en chair. Mais Ouais. mais tu vois, en fait, ce qui m'a choqué, pareil, quand j'ai aucune idée, moi, genre les nanas, à quel point elles sont en dehors. Et puis j'ai pu demander un peu, j'ai pu demander à Jocelyne, j'ai pu demander à Jacqueline. Et c'est quand même des nanettes qui tournent autour de 78 kilos, quoi. Comme moi, comme je te dis, en dehors de là, ce qui s'est passé, voilà, enfin, moi, je remontais à 70 max, quoi, tu vois. Je me dis, mais genre, comment tu fais pour monter à 78 et descendre à 61, tu sais, Alors, certes, elles sont un peu plus grandes que moi, tu vois, dans ma catégorie, de toute façon, j'ai l'habitude qu'elles soient un peu plus grandes, mais pas tant, énorme, pas quoi, tant que tu ça vois. non plus. Hein. Ouais. Non, tu sais, au pire, elles mettent Je crois 4-5 cm, tu vois. Bon, ça reste quand même 4-5 cm. Et encore, parce que je crois que Nunes, elle fait un 72. Elle a fait un 72. Ouais. Mais Jacqueline, je crois, elle fait un 74. Ouais. Voilà, tu vois. Mais elle est assez grande, elle. Elle est assez grande. Ouais, elle c'est est vrai. assez grande, ouais. Et Donc, tu vois, c'est… Et je me dis, waouh. Et je me dis, moi, franchement, c'est juste mes problèmes de santé qui me ralentissent un peu. Et le fait que j'ai du mal à gérer tout ça. Mais genre, j'aimerais bien avoir un poids du poids, à force qu'ils disent walking weight, je sais même plus le dire en français, un poids de tous les jours qui soit autour de… poids de croisière, quoi. Un poids de croisière, exactement, merci. C'est très français, ça. Poids de croisière, c'est le mot qu'il fallait, le poids de croisière.
qui soit plus autour de 67 kg. Et je ne trouverais pas ça trop léger parce que je trouve que 67 kg, c'est bien. Tu dois prendre un short notice, tu peux le prendre. Tu dois descendre en régime, tu n'as pas trop à descendre en régime parce que comme ça, tu sais, si tu as envie de perdre que 3 kg dans le sauna, dans le bain, bah, tu peux les perdre, tu vois. Et c'est facile. Et c'est surtout, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir performer et de pouvoir concentrer ton effort sur la performance et non pas sur la perte de poids, tu vois. Et bon, bah après, je sais qu'il mène une étude là-bas en prenant notre poids en plus avant d'aller dans la cage pour voir s'il y a une corrélation entre la prise de poids, genre est-ce que plus elle est grande, plus ça garantit la victoire au bout ou pas. Et je crois qu'en fait, il n'y a pas de… Il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. Après, je me dis quand même, tu vois, tu as intérêt à avoir un bon game plan. Si la nana, elle fait genre 5-6 kilos de plus que toi dans la cage, il ne faut pas te prendre le parpaing dans la tronche, quoi, parce que tu le sens passer, quoi. Ou en lutte, la puissance en lutte aussi. En lutte aussi. Après, parce que Kayla Harrison, ouais. Elle est Stocco. Hein. Ouais, elle a un gap qui impressionne, on va pas se mentir. Et franchement, très honnêtement, tout le monde s'attendait à ce qu'elle fasse pas le poids. Et pareil, tu vois que les choses sont tellement écrites et tracées à l'avance à l'UFC pour certaines saisons, on va dire, pour certaines périodes, certains moments donnés, que je me demanderais, est-ce qu'elle l'a vraiment fait 136 ? Est-ce qu'elle a vraiment fait 109,7, tu vois ? Tu sais, avais une grosse question sur ta Mark Hunt qui avait rencontré Brock Lesnar, ou même Couture, c'est surtout Couture, je crois, mais Hunt a dû en parler, qui disait que Lesnar n'avait jamais fait son poids. Oui, j'ai entendu ça. C'est parce que la limite des poids lourds, c'est 120 kg, et lui, c'est clair que quand tu le vois, tu as du mal à croire qu'il descende sous des 130, quoi. En fait. C'est ça. Et en fait, quand tu vois que leur balance, c'est le truc qui joue. Oui, ça, ils l'ont longtemps gardé. Une caméra proche de ça, bah, en fait, qu'est-ce que t'en sais ? Déjà, tu as eu des images qui ont été filmées, tu vois que le mec qui pèse, il passe vite le poids. Et bon. C'est ça, qu'est-ce qui te garantit que après, bah voilà, hein, c'est le jeu en fait. Là, c'était encore ce type de balance que vous aviez là-bas ? Ouais. C'est toujours ces balances-là. Ah ouais, parce que j'avais entendu dire qu'ils avaient changé ou qu'ils étaient en train de changer ça, ouais. Non, la balance sur laquelle tu peux te peser toi pour vérifier et tout, c'est une balance normale, tu vois, ordinaire, personne à chiffre là, donc tu as la plaque et tu as le machin. Et sinon, ils ont toujours leur balance classique. Et alors, Kayla Harrison, comment tu as trouvé son combat contre Holly Holm ? Parce que c'est intéressant, c'est boxe anglaise, même si elle a un pied-point pas mal, hein, Holly Holm. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, bien sûr, elle a une bonne jambe arrière et tout. Je m'attendais à… Contre Kayla qui a quand même pas mal de combats en fait en MMA. Bien sûr. Elle a son expérience et tout, il n'y a pas à dire. Je m'attendais à autre chose de la part de Holly, sans te mentir. Même Redouane m'en parlait, il me disait Holly c'est plus ce que c'était. Après, la question se pose, est-ce qu'elle a la même envie qu'avant ? Est-ce qu'il n'y a pas l'âge aussi ? Elle a quand même 43 ans, il me semble. Et après, en plus, moi je dis mais ça va, c'est un combat entre anciennes et tout ça. Et puis, presque la même réaction que pour le KO de Holloway, quand il a mis son KO. Je regarde et je google, je dis tiens, je vais voir quel âge elle a. Je vois juillet 90, Kayla Harrison. J'ai dit attends, donc cette nana, elle est plus jeune que moi ? Non, je refuse de le croire. J'ai eu la même réaction, genre je m'en suis pas remise, je me suis dit c'est pas possible. Quand on voit son visage et tout, je me suis dit bon, elle a un bon 38-39, elle a signé à l'UFC parce qu'elle est sur la fin et tout, mais pas du tout en fait. Donc voilà, femme que je vais croiser sans doute, en tout cas je l'espère si l'UFC m'autorise à aussi poursuivre mes propres plans de carrière comme je l'entends, parce que moi dans l'idéal, juste au passage, j'aimerais vraiment beaucoup combattre avant le mois de septembre. Mais pareil, tu vois, il faut convaincre le matchmaker et compagnie. Donc moi j'ai envie d'être active, je sors de mon fight, j'ai pas de bobo. Là il s'agit de régler de ce que j'ai réglé au niveau de ma santé à côté, tu vois. Mais t'as regardé un peu les prochains UFC, t'aimerais combattre où ? Il y a un UFC à Manchester, t'aimerais sur cette carte ou pas ? Je sais pas c'est le combien en fait, mais il y a un UFC le 22 juin en Arabie Saoudite, ça j'aurais bien aimé par exemple, tu vois. Être le combat féminin un peu en prélim, tu vois, ça aurait pu être cool. Manchester, je sais pas, ça dépend, c'est au mois de juillet. Je sais pas parce que je sais qu'ils ont annoncé qu'ils allaient en Angleterre, mais je sais pas s'ils ont annoncé la date. Mais tu vois, genre combattre le 13 ou le 21 juillet, en espérant qu'il y ait des dates. Le 13, je crois qu'il y en a une, il y a un Fight Night, il me semble, le 21, je sais pas, de manière à pouvoir combattre 2 mois plus tard, du coup, à Paris. En prenant quand même un risque. En prenant un risque. Mais tu prendrais ce risque pour combattre plus. Parce que. Tu as déjà fait Paris. Ouais. Voilà, donc déjà.
Ouais. C'est fait, Mais pour coché. moi, je vois même pas avec ce truc de prise de risque. Pour moi, c'est Ouais. vraiment je combats et ça se passe bien, même s'il y a un petit pet et je repars parce que pour Paris, tu vois, il n'y a pas Ouais. de. Ouais. Surtout que tu le veux ton bonus quand même. Ah, je veux mon bonus. Attends. Je veux mon bonus. Merde alors. Non, et surtout, ce que je veux au-delà du Ouais. bonus, c'est qu'on me propose une fille rankée et qu'on me propose pas. Genre, si on me propose une fille en ranking, pour moi, ça aurait pas de sens, quoi. J'ai analysé le niveau et tout. Et puis aussi, bah, il y a une prise de risque. Tu veux ta on va place pas au se top mentir, 10 tu vois. aussi. Ouais, Ouais, je, bah oui. je pense que j'ai aussi prouvé. Je pense que je le mérite. Je le mérite aussi. Et ouais, ce serait prendre une fille qui soit entre la 10e et la 15e pour une date avant Paris et prendre une top 10 pour Paris, quoi. Ce serait genre vraiment l'idéal pour moi. Ouais. Et alors, tu as bossé la d'arrache-pied sur la lutte et le sol. Comment tu bosses ça? Tu bosses ça avec Johnny à l'US Metro. À l'US Comment, Metro, ouais. ouais. Comment ça s'est passé? Comment tu juges ta progression? Toi, tu jauges ta progression entre Paris là, et Las Vegas? Ma progression, elle est fulgurante. En fait, je me dis même que j'ai perdu du temps. En fait, Johnny, ça fait un moment que je voulais travailler avec lui. Et ce qui est cool, c'est qu'à l'US Metro, là, il y a Johnny qui s'occupe des cours de MMA, du sol. Et on a une personne en plus pour le sol et qui s'occupe aussi de la lutte cage. Mais on a aussi pour la lutte, on a Diego qui gère l'US Metro avec Johnny, qui est un excellent coach de lutte vraiment sur tous les plans et surtout que notre entente elle est incroyable, que ce soit avec Johnny ou Diego, et ça compte mais vachement en fait d'être sur la même longueur d'onde et quand on pose une question que le coach ne se sente pas agressé ou remis en question, non, c'est juste et qu'il y ait vraiment cet échange et cette entente et qu'on puisse bien goupiller le tout et honnêtement, tu vois, quand on parle d'âge et compagnie, machin, bah ouais, j'ai beau avoir 34 ans, la progression là, que j'ai eue en l'espace de 3 mois, je me dis, mais en fait, j'ai perdu trop de temps au début de carrière à être à des mauvais endroits, en fait. Parce que, voilà, sans dénigrer personne, mais il y a des niveaux, il y a des niveaux dans le game, il y a des niveaux dans le coaching, et honnêtement, là, je suis arrivée, en tout cas pour la France, où je vois pas ce qu'il y a au-dessus, je vois pas où je pourrais être le mieux encadré sur tous les niveaux, tu vois. C'est vraiment que, pour moi, c'est important de partir avec Johnny et Redouane, parce que Redouane, j'ai une confiance totale en lui pour le pied-point, et voilà, c'est mon coach depuis 10 ans, que si demain, je devais partir qu'avec Johnny, j'ai pas d'appréhension comme j'aurais pu l'avoir avec des personnes par qui j'ai pu me faire encadrer par le passé. Là, je sais que Johnny, il maîtrise les 3 niveaux. Ouais, c'est-à-dire c'est que ça. si c'est que nous deux, c'est pas grave. On Couvre part la en mode, totalité du game. Ouais, on part avec, avec ce qu'il faut et notre couteau et on va faire, le tas. Et ça s'est bien goupillé justement, l'entente, tu vois, dans ton coin. Tu avais donc Redouane, Johnny. Il y avait d'autres personnes ou pas? Il y avait une amie à moi, Ouais. donc Taylor, qui vient de la côte Est, et une amie que j'avais pas pu voir depuis le Covid, tu sais, avec le lockdown, D'accord, le confinement, les États-Unis, les restrictions. Ouais. Donc on a pu enfin se revoir, et puis elle a pu me faire du suivi qualité, vidéo, photo, donc j'étais vachement contente. Cool. Donc vivre les moments aussi de manière voilà, fortement émotionnellement, c'était cool. Mon préparateur physique, malheureusement, il n'a pas pu être là ce coup-ci. Mais ouais, ça aurait été le coin idéal. Genre les 3, ça aurait été incroyable. Et surtout que pour moi, comme je te dis, le paramètre humain, c'est super important. Et en fait, on s'entend trop bien. En fait, genre, c'est flippant à quel point on s'entend bien et c'est flippant à quel point on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Tu sais, il y a des gens, c'est comme si tu devais les trouver dans la vie. Et franchement, c'est vraiment ça que je ressens. Tu vois, j'ai beaucoup de méfiance, et notamment de par les rencontres passées que j'ai pu faire dans le MMA, ne serait-ce que les personnes que j'ai pu rencontrer dans le MMA, comme je vois à quel point elles peuvent devenir amères quand leurs intérêts ne sont pas servis ou quand les choses ne se passent pas comme elles veulent parce que ou ils sont là depuis longtemps, ou c'est les meilleurs, ou je sais pas quoi. Moi, j'aime bien les personnes qui sont juste simples et qui sont des personnes avec qui tu peux discuter et avec qui tu peux être vrai, réel, et t'as pas cette inquiétude de... Et c'est vrai qu'au début, j'étais venue avec beaucoup de méfiance et en fait... Ouais, non, j'ai beaucoup de gratitude, d'amour pour ces personnes à l'US Metro, pour Johnny, Diego et toutes les autres, mais je pense surtout à eux parce que c'est eux qui passent le principal de leur temps à me coacher
et être à l'écoute et c'est juste incroyable. Franchement, à ce niveau-là, je suis bénie. Et j'espère que ça va être. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement, que ça va être une histoire qui dure. Ouais. Ouais. Et alors, sur qui tu tapes à l'US Métro? Sur qui tu fourbis tes armes? Enfin, sur qui tu t'affûtes t'écoutes, tes genoux? Dernièrement, c'est celui qui s'est vachement rendu disponible, surtout le samedi matin, pour se faire taper le samedi matin, parce que du coup, je me rajoutais un sparring, parce que c'est ce qui me rassure, pas seulement d'en avoir un, mais deux dans la cage. C'était Stan, qui est un de nos amateurs, qui est en bonne évolution et qui nous donnait du fil à retordre. Choisissait souvent aussi les garçons par rapport à leur poids, donc il tournait à autour de 70-71, donc pour moi, c'était le poids idéal, parce que ça se rapproche du poids de la fille que je vais avoir en face de moi. Le jour du combat, ouais. Ouais, le jour du combat, ouais. 61, rebond, 70. Ouais, en général, et je pense que toutes celles que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui, elles étaient plus lourdes que ça, mis à part une nana de l'UA Warrior, mais sinon, Jocelyne, maintenant je sais à combien elle remonte. Combien Jocelyne, elle est au 74-75, tu vois. Pareil, genre Mélissa. Mais c'est un rebond de malade. C'est vrai que, Ma tu boule. vois, quand moi, mes rebonds en moyenne, dans la cage, je les faisais autour de 67 kilos, 68 max. Ça me paraît. Là, forcément, il a été plus grand par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, tu vois. Mais, de combien? 1 ou 2 kilos? Combien là? Ouais, là, 1 ou 2 kilos, j'étais à 70, je crois, un truc comme ça, tu vois. Mais effectivement, je pense que Kayla, elle est facile à ça. Hein. Facile peur, 75. Hein. Ça fait peur. Et en même temps, tu vois, je me dis. Après, c'est de la vitesse en moins. C'est ça. C'est pour ça que je te dis. C'est de la puissance en plus, mais vitesse en moins. Le parpaing, il ne faut pas se le manger, mais il faut avoir la stratégie adaptée pour pouvoir bouger, pour pouvoir mettre dans le vent, pour pouvoir épuiser, parce que du coup, ça veut dire aussi capacité cardio en chute, quoi, tu vois. Donc, faut avoir la bonne stratégie en tête. Mais donc voilà, il y avait Stan, pardon, et il y avait notre vice-champion du monde, Hugo Vidal, qui était là. Hugo qu'on reçoit bientôt. C'est vrai. On reçoit dans la semaine aussi. Ah, c'est vrai, trop bien, excellent. Je l'aime beaucoup, Hugo. Franchement, il a un avenir prometteur. Il est vraiment, il assimile vite, il capte vite et tout. Bon, par contre, il a un défaut quand même. Mais KO ses potes. Bon, personne n'est parfait. Après, je pense que c'est quand même c'est particulier, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais quand ton pote veut aussi te mettre KO, tu es obligé de riposter. Au bout d'un moment, tu t'es déjà retrouvé comme ça Jamais, parce que j'ai jamais eu l'occasion non plus d'avoir des, tu sais, à mon poids en 61 ou 63 en Muay Thai, où j'ai pas eu l'occasion, mais de faire des tournois où tu te retrouves face à quelqu'un que tu connais, une amie, une proche. Quoique, le seul tournoi que j'ai fait, vu que c'était pour la télé-réalité de l'Enfusion en 2017, je me suis retrouvée face à ma copine de chambrée pour me taper en finale. Donc, c'est assez particulier. mais bon, écoute, après, encore une fois, c'est ça avait donné quoi le combat, tu vois. J'avais gagné. Comment à la décision, il me semble. Ouais. À la décision, ouais. Et vous étiez allé au max, Ouais. Et je pense que. Pas de, En vrai, je pense que c'est mieux de combattre. Pour moi, c'est mieux de combattre normalement, tout en gardant le respect de la personne, sans chercher le chaos. Maintenant, s'il arrive, tu peux rien non plus. Je veux dire, c'était pas ton intention de base. Et puis, ce qui se passe avec Hugo, je pense aussi que. En vrai, s'il ne le suivait pas au sol, il se relevait aussi Paul. Et je pense qu'en étant au sol et en le suivant au sol, il n'a pas été au max, quoi. C'était les gestes juste suffisants pour que l'arbitre… Après, encore une fois, c'est mon point de vue, tu vois. Mais voilà aussi, livrer une vraie guerre, c'est se respecter aussi, je pense, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais parfois… je sais que tu as certaines personnes qui ont plus de mal que d'autres à se lâcher. Et ce n'est pas forcément les personnes qui vont paraître… ou qui seront les plus gentilles. Ce n'est pas cette question-là, quoi. Tu as des blocages, tu as des verrous parfois que tu n'arrives pas à faire sauter, quoi. C'est vrai. Après, et tu tournes pas, il n'y a pas des… Et si, j'avais pas fini avec mes sparring. Il y en a bien d'autres. Il y a encore beaucoup d'autres amateurs avec qui je tourne beaucoup. Et puis, on est quoi? On est 4 filles. Et parmi les filles, il y a Alex avec qui j'ai pu tourner. Alex Tekena. Alexandra Tekena, avec qui j'ai pu tourner à quelques reprises. Et puis, qui est à la reste toujours.
Et qui Qu'à doit l'Ares combattre toujours à et qui l'Ares combat 21. bientôt le 2 mai, donc 2 mai, hein, je me plante pas. Le 2 Donc, mai, ouais, Ares suivez-la. 21. Ouais, exactement. Ouais. Ça va être cool, je pense vraiment Tu qu'elle seras peut là? terminer son adversaire. Je ne sais pas, écoute, Ouais. franchement, aucune idée Ouais. encore. Et aussi Marie Loiseau Oui. qui Qui a signé au PFL. au PFL, elle a fait son premier combat, je crois, le 8 juin, donc à suivre absolument aussi. Pour moi, pareil, elle mange son adversaire. En tout cas, on va travailler dur pour. Et avec qui je travaille beaucoup au sol, en lutte contre la cage et tout. Donc vraiment, vraiment très cool. Et puis aussi quelques personnes qui débutent ou pas, enfin, qui n'ont pas encore fait de compétition MMA. Mais par exemple, je pense à Pamela, voilà, petite dédicace avec qui je tourne au sol. Donc ouais, non, franchement. Après, c'est vrai que mes sparring, j'ai fait surtout avec les garçons parce que, tu sais, comme je dis, c'est qu'arrivé à un niveau à l'UFC, tu as besoin d'une résistance où, moi, en tout cas, j'ai vraiment besoin d'avoir qu'on me rentre dedans vraiment et qu'on me pousse dans mes retranchements parce que aussi, c'est toujours ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce qui me met en confiance, en fait. Même quand ça se passe pas comme ça devrait, entre guillemets, où j'ai pas réussi à performer comme je voulais à l'entraînement ou quoi, c'est pas grave, on recommence la fois d'après, ça se passera mieux. Ouais. Et ça va, les mecs avec qui tu tournes, ils arrivent à y aller juste assez, enfin, à doser? Parce qu'un sparring, de toute façon, on dose forcément. Après, bien sûr, tu as Johnny et tout pour les choisir en fonction d'eux. Et c'est pour ça que je cite Stan et Hugo qui savent vraiment, mais vraiment bien s'adapter. Quand il y a une blessure, j'étais beaucoup blessée. Du coup, avec le genou, j'ai été très limitée pendant un moment, à être limite sur une jambe pendant la fin de ma prépa, où ils ont su faire gaffe et tout. Mais oui, non, on fait toujours de manière à avoir des personnes qui vont y aller juste assez fort, mais pas... ou voilà, ne pas rentrer dans un espèce d'ego, apprendre mal les choses et tu vois, à vouloir me mettre le parpaing qui fait mal juste pour montrer qu'ils sont au-dessus ou quoi. Voilà, c'est pas... On reste dans la bienveillance, quoi. C'est quand même le maître mot de notre club, je trouve. Il y a vraiment une espèce Un juste équilibre voilà, de bienveillance et de malveillance quand même aussi. Malveillance, c'est-à-dire malveillance, faut vouloir parfois faire un peu mal ou faut quand même rester réaliste. Donc, mais c'est pas de la malveillance du coup, c'est plutôt la malveillance contrôlée, on va dire. À challenger la personne, tu vois, et ou bien sûr l'ego prend sa place. On reste des combattants, on reste des combattants, c'est normal. Mais il y a quand même une belle synergie et on se respecte tous, quoi. Tu vois, c'est important. Et alors, le MMA, ça change aussi vachement du pied-point, c'est que tu n'as pas les gros gants. Donc tu ne peux pas tourner, tu tournes forcément différemment. Les sparring, ils ne sont pas aussi appuyés. Même si en boxe taille, tu avais ce côté-là aussi avec les coudes et les genoux. Où tu ne peux pas, c'est pareil. Après, dans la cage aussi, je dois faire vachement attention à ça. Et je fais en sorte de faire vachement attention, tu vois. C'est pour ça que je leur dis, on me dit, sors les coudes si tu veux. Je dis, non, je ne vais pas sortir les coudes parce que si je te sors les coudes, le problème c'est que j'ai pas envie de te retrouver avec des ouvertures et tout. Et les coudes, en plus, moi je les contrôle et tout, je fais toujours en sorte de les poser, mais dans les sparring où vraiment, tu sais, c'est les dernières semaines ou du fight camp où tu es en mode machine de guerre, ça peut vite partir et vite blesser en fait. Et pareil, les coups de genoux, malheureusement, je vais pas citer, mais j'avais blessé une de mes sparring partners et elle se retrouve avec le plastron pendant un moment, tu vois, et moi ça me fait mal au cœur de fou, quoi, parce que c'est aussi des compétiteurs qui se préparent pour leurs propres échéances. Après voilà, bien sûr les accidents arrivent, mais oui, par rapport aux gros gants, c'est vrai que parfois Redouane va me demander de les mettre parce qu'il estime que je me lâche pas assez, et c'est vrai, parce qu'il me dit que c'était trop dans la retenue à l'entraînement, tu risques de l'être aussi dans la cage. Et c'est vrai qu'il faut faire aussi attention à ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident parce que tu ne peux pas y aller à pleine balle à l'entraînement, quoi. Le pleine balle, c'est pour le combat, quoi. Les coudes en MMA, tu trouves que c'est si bien utilisé que ça? Généralement, on utilise vachement les coudes. C'est des coudes un peu. Tu parlais des axes de coudes ou non, les coudes en boxe taille, c'est vachement travaillé pour couper, justement, t'en parlais. Mais en MMA, c'est plus pour taper. C'est plus en percussion. Même si tu peux avoir cet aspect, mais c'est quand même vachement moins précis le travail sur les coudes. En MMA, c'est rare de voir des mecs. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens, mecs ou filles, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent du Muay Thai en MMA, en réalité. C'est vrai. Et
dommage et tant mieux. Tant mieux parce que tu vois, je pense que je suis la spécialiste du MMA dans ma du Muay Thai dans ma catégorie. Et c'est vrai que pour la percussion, tu as raison parce qu'ils vont souvent l'utiliser. Pour l'ouverture, si quand même un peu, parce que la percussion mène à l'ouverture quand tu es en monte sur la personne et que tu t'envoies des grands coups de coude comme Kayla a voulu faire à Oli. Malgré tout, elle ne l'a pas ouverte, pas sur cette série de coudes en tout cas, qui était assez violente à la fin du premier round. Mais c'est vrai que ils les utilisent dans des cas précis, dans des situations précises, et c'est vrai qu'en venant du Muay, je peux aussi, même si je ne l'ai pas encore fait, je peux le faire à l'entraînement, mais je n'ai pas encore eu la place de le faire en combat à l'UFC, en combat si, mais pas à l'UFC plutôt, de rentrer les coudes comme en Muay, c'est-à-dire que tu vois, jab, bam, t'envoies le coup de direct, ou jab, t'envoies le coup de direct, vraiment pour ouvrir comme tu dis. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent surprendre, ouvrir ou mettre KO, parce que si tu arrives à... Paf, et tu arrives à caler menton, ça peut dormir aussi, tu vois. Mais t'as collé un KO comme ça déjà? Comme ça, coup de non. menton, ouais. Comme ça, non, mais j'aimerais beaucoup. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand on me reproche de me laisser aller contre la cage, c'est vrai que moi, c'est les moments où j'arrive à placer mes coudes. Ça a porté préjudice à l'UFC Paris parce que je me grandissais trop. Donc, j'ai fait le travail sur la lutte. Et là, c'est vraiment trouver le juste milieu entre le Muay Thai et la lutte. Tu vois, là, je ne me suis pas amusée à placer des coudes de cette manière à Vegas parce que le risque d'amener au sol était trop grand, tu vois. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais c'est vrai que parfois, quand tu arrives à bien créer l'espace quand tu es contre la cage et placer tes coudes, tu peux faire très mal et tu peux découper fort, quoi. Et c'est vrai que c'est pas à se travailler. Et d'un côté, si les gens ne veulent pas le travailler, c'est très bien. Enfin, moi, je parle des filles de ma catégorie, ça me laisse la place pour le faire. Avec Johnny, c'est c'est un amoureux du détail. Enfin, il va vraiment chercher le détail sous le détail et tout. Tu parles vachement technique avec lui, justement parce que toi, tu lui apportes un savoir-faire. Johnny, lui, il a commencé. Je crois que lui, c'était son premier art martial. Oui, c'est le Jeet Kune Do. Je vais le balancer. C'est le Jeet Kune Do. Peut-être comme ça. Donc, il a fait plein de trucs, Johnny. Oui, il a fait une tonne de trucs, mais je veux dire, il a plus travaillé, je pense, l'aspect total du striking, y compris avec le reste. Tu vois, le Muay Thai sur le tard qu'autre chose. Donc toi, tu leur apportes aussi... ça se passe comment les discussions justement sur les ajustements techniques par rapport justement, on échange beaucoup parce que du coup, je peux poser des questions ou je peux lui dire si quelque chose qui va me montrer est vraiment applicable, si on pense à cet aspect ou cet aspect qui souvent viennent du Muay Thai. Donc, tu vois, il n'y a pas à s'offusquer ou quoi, à dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Au contraire, c'est ça qui est vachement agréable. On peut discuter. Comme je te dis, genre, entre Redouane et Johnny, c'est la bromance, ils devaient se rencontrer, quoi, tu vois. Donc, quand on parle technique, c'est trop cool parce qu'on trouve des choses super complémentaires et ça va être j'avais pas pensé à ça, et ça crée vraiment une force créative et effective techniquement parlant qui est, c'est hyper agréable en fait. Vraiment, tu as l'impression ça nourrit vraiment techniquement, mais même en termes de réflexion et tout. Du coup, tu peux penser à plein d'autres choses et c'est vrai qu'en ça, on se complète parce que du coup, il me voit travailler avec Redouane. Redouane reste aux entraînements pour voir la lutte et tout ce qu'il peut nous montrer Johnny. Et c'est vrai que ça crée vraiment un joli travail, quoi, tous ensemble. Ouais. Ça a collé comme ça dès le début, le courant est passé, illico. Franchement, je te jure, c'est limite, tu sais, quand on est trop beau pour être vrai, ça a été assez incroyable en fait, tu sais, petit à petit, et puis tu commences à de mieux en mieux passer plus de temps avec la personne, rentrer dans des vraies conversations, tu vois l'état d'esprit, tu vois, et puis en fait, surtout ça colle, quoi, l'état d'esprit, comment on a envie de travailler, où est-ce qu'on veut aller, de quelle manière on veut aller, se parler franchement et… quand je dis frontalement, c'est vraiment se dire les choses sans détour ou quoi, et ça se passe toujours trop bien en fait. Tu l'as dit, c'est bromance, idyllique, bon. Et alors l'UFC 300. Voilà. Toi, c'est quoi ton combat préféré déjà sur la carte? Même s'il y a le choix. Ouais, il y a le choix, mais bon, après, ça va sans dire. Le titre de BMF, là, c'était quelque chose. C'était incroyable. Et pas à cause, bien avant le chaos. Genre, le chaos, c'était le clou du spectacle, quoi. Ouais. Mais
genre. C'est vrai que c'était un baddest fucking combat, quoi. Ouais, Baddest mais mother. même l'intelligence de Max Holloway, Ouais. en fait, le fait de Mm. pas. Tu sais, Gaethje, le fait qu'il trouve. Enfin, il trouvait pas la solution, en fait, concrètement. Et pour moi, je me dis. Et surtout, il était en déroute depuis le début. C'est ça, ouais. Enfin, C'est ça. Et puis connaître 5 rounds de frustration après t'être fait péter le nez qui t'affecte psychologiquement particulièrement au alors, premier pétage round. de nez, Ouais. mais aussi crevage d'œil, quasiment. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a travaillé, il n'y avait pas encore les gants. Hein. C'était pas les gants, parce que l'UFC a annoncé qu'il y avait des Le gants. changement de gants, ouais. Ouais, Ouais. changement de gants. Et donc, pour éviter justement les blessures Apparemment. à la cornée. Après, à voir, hein, mais. Ouais. À voir si c'est efficace. Ouais, mais bon. moi, je suis un peu perplexe. Ah ouais, mais- ouais. Ouais, je sais pas. Faudrait Quoi vraiment voir comment. Sceptique. Bah, normalement, s'ils maintiennent. T'as jamais eu des gants comme ça? T'as des gants qui Non. maintiennent un peu vers le Vers le bas. bas. Ouais. Du coup, tu tends plus difficilement les. Si tu es D'accord. relâché, normalement, ouais, Ouais. ça va moins arriver frontalement dans l'œil, quoi. À voir, à voir. Ouais. Ouais. Mais en dehors de celui-là. Et, et non, mais le KO déjà, t'avais déjà vu un KO comme ça à la dernière seconde du combat. Franchement, Ouais. dernière seconde du combat, Ouais. non. Dernière seconde d'un round, on a déjà vu, il me semble. Ouais. Mais dernière Oui. seconde du combat, comme je te dis, après 5 rounds de frustration, Ouais. juste, genre, Gaethje doit se dire, ouais, bon, bah, vas-y, j'ai perdu, mais là, pour moi, ça va être de la thérapie qu'il va falloir derrière. Et je parle pas de thérapie physique, quoi. Tu sais, Ouais. je veux dire, comment. Enfin, c'est difficile de se remettre de ça. Et puis surtout qu'il lui dit, vas-y, viens, et il y va en. Voilà, et malgré tout, bah. Et non, c'est vrai que c'est. En fait, moi, je pense surtout aussi à. Enfin, voilà, comme je te dis, le KO, le coup du spectacle, mais je pense à tout le reste du combat. C'est un combat qui se regarde et qui se re-regarde parce que l'intelligence dans ce combat, en fait, le tout est à analyser. Et tu vois, on n'avait pas terminé. Pareil, tu me parlais du combat de Kayla Harrison, mais pareil, Holly, je m'attendais à ce qu'elle utilise beaucoup plus son anglaise, beaucoup plus la distance, beaucoup plus les angles, et pour qu'elle aille au corps à corps. Et même Kayla, elle le dit, elle me dit, ouais, elle a été assez, entre guillemets, culottée pour aller au corps à corps avec moi. Genre, elle a été genre badass à ce niveau. Moi, je pense que c'était de la bêtise. Je veux dire, physiquement, je pense que la force, c'est le jour et la nuit, tu vois, entre Kayla et Holly, on va pas se mentir. Donc. Pourtant, Holly, déjà, elle est assez puissante. Hein. Oh non, elle est puissante, mais Ouais. là, je pense que. Déjà. En dehors de l'esthétique qui en ressort, je pense quand même que Kayla, elle est beaucoup plus puissante, quoi. Oui, En oui. tout cas, c'est en termes de pression et tout. Non, et Je puis te parle pas en termes de frappe ou quoi, tu vois. parce D'impact et tout. Non, Ouais, mais c'est son jeu, de toute façon. Ouais. Mais après, judo. après, le combat d'Oliveira était pas mal aussi. Après, j'attendais de voir ce que ça donne. J'ai apprécié, bon, là, quand des spectateurs néophytes, moins, mais. Et puis, je m'attendais à autre chose de la part de Weili contre Yann, en fait. Ouais. Yann, elle a. Qu'elle se laisse endormir à la fin du premier round, que ça reparte, que le combat est quand même. À la décision, je sais plus même où ça se termine le 20e round. Oui, Là, c'est une j'ai un décision. doute. Ouais. Oui, c'est une décision. Hein. Ouais. C'est bien une décision. Ok, Ouais. à la décision, Ouais. genre j'ai apprécié la c'est un défense gros, de Yann gros, au sol gros et tout, fight, qu'elle hein. fasse Ouais, galérer. Ouais, tu vois, c'était pareil, c'était intéressant, tu vois, quand tu regardes avec un œil de connaisseur, quoi, on va dire, ou pour moi, je dirais plus un œil en apprentissage. Ouais. Tu vois, la manière dont je regarde les combats aujourd'hui, c'est ok, comment tu défends ça, comment tu attaques ça, et ça nourrit, en fait, ça nourrit, et c'est des fights de haut niveau. Tu sais, moi, Weili, je l'ai vu s'entraîner à l'UFC PI, c'est impressionnant, quoi, tu vois, c'est... Ouais. Et, tu l'as vu s'entraîner alors. Ouais, Est-ce que tu connaissais un peu parce que forcément elle est chinoise, donc si elle a commencé le combat en Chine, forcément elle est passée par l'école Sanda. Ouais. Tu connais un peu le Sanda ou pas? Je connais un peu le Sanda. J'ai des amis qui en ont fait et tout. Ouais. Mais, Tu as déjà affronté une sandaïste ou pas? Je crois pas, ou alors en tout Non. cas pas à ma connaissance. Ouais, pas que tu saches. Non, pas que je sache, non. Ouais. Non. Et qu'est-ce que tu as trouvé alors tu l'as vu s'entraîner Ouais. Elle s'entraînait là-bas pourquoi? Enfin, elle était Du passée. coup, elle est arrivée, je crois, un mois en avance pour l'UFC 300. Ouais. Donc, moi, quand je suis arrivée, d'accord. elle était déjà là. Ouais. Elle s'entraînait le matin, c'était la première arrivée au PI. Elle s'entraîne 3 fois par jour. Elle est... Ah ouais. Puis c'est carré, quoi. Elle a c'est 4 hommes de coin avec elle. C'est. C'est. D'accord. Ouais. Elle a sa petite entreprise Ouais. autour d'elle aussi. Tout bien organisé autour d'elle. Ouais. Et Pereira alors?
Ah, j'y pensais en plus quand tu me disais le deuxième Ouais. combat, Ouais. mais au final, ouais, non, le coldest moment, comme ils disent quand il vient pour l'arrêter, Herbie, pour le coup, dans les Ah oui, il se prend le castagnettes, coup dans les tartines. Hein. Ouais. Ça va, laisse-moi faire. Et il lui claque le chaos des enfers, mais Ouais. ouais, non, c'est. Je sais même pas quoi dire en Bah fait. ouais, oui, qui est pas ça. C'est- Tu avais regardé un peu le Jamal Hill, comment il. J'avais Enfin, le pas. combattant, tu le connaissais un peu? Non, j'avais Non, pas. pas plus. Enfin, j'avais entendu son nom et tout, mais après, je Hmm. m'étais pas spécialement intéressée, je vais pas te mentir. Je savais juste que lui, c'est pas de takedown tenté, c'est un mec qui reste debout, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, si on part sur ça, je me suis juste basée sur Pereira pour mon pronostic, je vais pas mentir, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ouais, bon, je vois pas, tu vois. Parce vu que c'est la l'activité de victoire. chacun. Là, c'est la victoire la plus nette de Pereira, je pense, à l'UFC. Ouais, Parce que ouais. Pereira, tu parlais de storytelling. Tu vois, il avait été un peu aidé quand même. Bon, on Bien va sûr, pas revenir bien là-dessus, sûr, on ouais. en a parlé. Voilà. Mais Voilà, là- non, c'est vrai, mais là, il a c'est fait bien de le taire. pointer. On pouvait. Moi, je voyais bien Jamal Hill beaucoup mieux se débrouiller, voire même surprendre pas mal de monde. Parce que tu regardes, c'est pas. Non, non, tu vois, après, c'est vrai que j'ai vu c'est un des vrai, petits- vrai combattant. J'ai vu des petits highlights. Hein, Il était- c'est ouais. pour ça, quand je te dis, enfin, pour moi, c'est pas suffisant quand tu vois des highlights d'un combattant. Enfin, c'est un pour vrai dire que tu hauteur connais- aussi. Ouais, ouais, c'est, ouais. Il a l'air d'avoir chercheur d'avoir les mains d'angle. lourdes et tout, ouais, bien sûr. Mais vu ce qui s'est déjà passé, je sais pas. Comme tu dis, le storytelling, mais ne serait-ce que par les rencontres qu'il y a eu avec Ouais. Adesanya contre Pereira, je le voyais pas se faire surprendre encore ou se faire. Sur le premier. Ouais, c'était le premier. Attends, c'était le premier combat. Pereira, il manque de se faire finir. Par Adesanya, il est sauvé par le gong, ouais, sur le premier round. Ouais, Tu vois, Adesanya ouais. manque de le finir Ouais, dès le ouais. début du combat. Et tu regardes tout le combat, c'est quand même Adesanya qui l'a en main, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais. Donc, non, mais Pereira, là, il est en place. Ouais, non, Ouais. mais clairement, c'est place. jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui soit vraiment plus complet sur les 3 niveaux. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, Ouais. maintenant. C'est ça. Ça t'a pas étonné, tiens, justement, pour revenir au combat Holloway, au combat d'Holloway, ça t'a pas étonné que Gaethje, il tente pas du tout la lutte en fait. Mais À si, aucun si, moment, si, zéro. si. Et même, je veux dire, C'est- moi sur le plateau, je veux dire, en fait, ça va être un combat debout, ça va être un combat de pied-point, quoi. Et ça m'a assez surprise, en fait. Ça m'a vraiment surprise, en fait. On est d'accord. Comment tu arrives à te mettre dans la tête d'un combattant justement qui use pas de son arme parce que c'est un lutteur au départ, Gaethje. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de son pied-point? Bah, honnêtement, il a quand même du feu dans Il les a- poings, tu oui, vois. On va il a pas la se foudre, mentir, hein, mais bon. Et je pense qu'il s'est dit qu'à un moment, il suffisait d'un pour que ça passe. Et je pense qu'il Et y c'est a le cru cas. jusqu'au bout. Oui. Oui, parce que oui, c'est le cas, bien Ouais, mais- évidemment. Mais du coup, est-ce qu'il se Co- repose trop sur ça? Je ne sais pas. Comment, tu vois. je sais pas, mais comment on pense à ne pas, tu vois, capitaliser sur ses forces à un moment, surtout à un moment critique ou même pour fatiguer, tu vois, enfin, c'est une évidence stratégique ou même tactique le jour J, quoi. Tu vois que là, ça passe pas, que l'autre, il est quasiment insaisissable. Et en plus, il y a eu tu regardes dans le combat, tu as plein de moments où Gaethje, il suffit qu'il se baisse, il ramasse Holloway, sûr, ou il bien est sûr. derrière lui, dans le dos, Ouais. pof, Mais non, mais si, C'est- j'y ai pensé plus d'une Ouais. fois. J'y ai pensé plus d'une fois, mais le truc, c'est que je me dis, si tu me dis de me mettre à sa place, est-ce que, Ouais. je vais pas appeler ça de la bêtise, un ego trop prononcé Ouais. en se disant, j'ai pas envie de montrer sur un événement tel, Ouais, voilà, d'accord. que, en gros, ses points m'embêtent, son pied-point m'embête et que je suis obligée d'aller dans le meilleur retranchement de la lutte. Et quand je dis ça, je le dis pas Ouais. au hasard. Ouais. Admettons, on parlait de Ronda Rousset tout à l'heure, qui sur ses derniers combats, et c'est comme ça qu'elle s'est fait cueillir, elle n'a pas voulu utiliser son arme principale. Pareil. Elle a voulu Ouais. jouer au Il jeu a- de la boxe, au jeu du pied-point, avec Ça. des personnes qui étaient plus fortes qu'elle dans ce domaine. Elle s'est fait avoir. Donc je me dis, à un moment, c'est juste de l'ego mal placé. Et même si c'est peut-être méchant de dire ça, mais un manque de fight IQ à un moment, tu vois. Non pas que. Voilà. mais- Ça passe mieux en disant à l'anglaise comme ça, fight IQ, plutôt que de dire un défaut d'intelligence. un des C'est vrai. Ah, classe. J'aime bien fight IQ. Ouais, mais je fais des anglicismes par moment. Non, mais oui, non, mais après. Non, mais quand tu dis d'intelligence, en plus, si tu dis pas intelligence Oui, parce de qu'en ring plus, ou tu l'as dit. intelligence de cage, Ouais. non, en fait, c'est une Golemont. Non, mais c'est là où tu parce vois, que- c'est vrai que
que l'émotionnel. C'est là où vraiment C'est ça. le combat, c'est autre chose. Parce que C'est pas un sport, ça n'a rien à voir. quand tu parles d'intelligence, tu vois, pas des stats que la et tout, personne, elle est stupide ou elle sait pas réfléchir autrement. Ouais. C'est que sur le moment, comme tu dis, il y a Ouais. l'émotionnel qui prend plus le dessus que sur son Ouais. intelligence. C'est pas qu'elle sait pas faire autrement, Ouais. c'est qu'elle décide par orgueil de faire comme ça sur le moment, quitte à se mettre en danger et quitte à finir mal, Ouais, quoi, ouais. en fait, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est vrai que je me dis, est-ce qu'il y avait ce truc à faire c'est un mec qui de base vient d'une catégorie plus légère. Si je vais en lutte, ça veut peut-être dire que ses poings me font mal, qu'il me déborde, que. Est-ce que, encore une fois, c'est pas plus de l'ordre de l'orgueil ou de quelque chose comme ça, tu vois? Et moi, je vois plus ça qu'autre chose, en fait, comme explication. Mais être prêt à justement à perdre le combat plutôt qu'à pas. Oui, c'est ça, ouais. Et t'es déjà arrivé, toi, en combat ou pas? Non, parce Ou est-ce que même tu en penses que ça. Muay, Ouais. quand on me faisait mal, c'est pas que j'allais le montrer, mais ok, tu m'as touché sur un coup, je vais aller encore à corps. Je vais récupérer et puis je vais te fatiguer un peu et je vais ressortir et je vais reboxer ensuite, tu vois. L'orgueil revient après en mode si tu m'as fait mal, j'étais un peu fatigué encore à corps, je vais venir t'en foutre une dans la tronche et tu vois, mais non, parce que je pense que c'est. Parce que en fait, c'est même une question de réflexe, non? Parce que quand tu es conditionné, là, c'est comme s'il était déconditionné à plus aller vers la lutte, tu vois. Normalement, tu regardes un lutteur, tu lui fais mal, naturellement, il va vers la lutte. Ouais, bien sûr. Alors que là, c'est comme s'il avait juste déprogrammé, peut-être, tu vois, pour continuer et il le fait même plus exprès. C'est de l'orgueil, mais tu vois, conditionné en fait. Ouais. Après, il faudrait voir autre chose. Hein. C'est que j'y ai pas prêté spécialement attention, mais qu'est-ce qu'on lui dit aux interrounds? Tu vois, qu'est-ce que son coin lui dit à chaque fois quand il revient dans le coin? Déjà, son entraîneur, c'est surtout anglaise, donc déjà, rien que ça, déjà, c'est un choix. Tu vois, même s'il aurait en anglais son entraîneur et qu'il a un minimum de recul sur ce qui se passe et s'il connaît les forces de son combattant, il va peut-être pas lui dire de forcer de cette manière ou en tout cas changer sa manière d'approcher son pied-point ou d'approcher la manière de combattre debout, tu vois. Mais ouais, je pense que il a cru au coup fort jusqu'au dernier moment et Et bon, en tout cas, on peut pas lui en vouloir. Ouais, non. Parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a ce finish-là. Exactement, ça pour le coup, il aura. C'est un des moments les plus grandioses, enfin les plus flamboyants non, mais franchement, de l'UFC. Hein. À la fin de ce combat, je me suis dit, je me souviens pas d'un combat qui m'ait autant bousculé sur tous les plans, quoi. Comme je te dis, c'est juste pour l'intelligence de construction, de combat, d'angle, de sortie, allez, je vais dire de jeu de jambes, faut pas dire footwork. mais ouais, enfin. Il n'y a rien à dire, il y a juste à prendre des notes en fait. Ouais, c'est vrai. C'est un combat d'école, enfin. Ouais, non, mais c'est clairement. Juste. Et ok, Nora. Bah écoute, c'est pas mal, on a fait un bon tour de la question. Ouais, carrément. Il y a un truc que tu voulais aborder ou pas? Dis-moi. Il y a un truc que je voulais aborder. Voilà, comme ça, déposé comme ça. Pas plus spécialement, mais ouais, écoute, on a bien fait le tour. On a fait bien le tour, ok. Bah écoute, c'est parfait. De toute façon, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Fred. Le canapé est libre, si tu veux ramener, Exactement, on peut faire un plateau. Il y a de la place pour trois, ramener, exactement. voilà. Le chien, on l'a… Le chien, on a dû le pauvre l'enfermer. On l'a enfermé. Mais si, je vais ajouter un truc quand même. Vas-y alors. Comment bien me montrer devant la caméra? Attends, je fais mon instant pub quand même. Hein. Oui. T'as voulu me chercher sur des petites questions et tout. Comment va-t-on bien me voir? Ici, je m'abaisse un peu. Même. Voilà, attends, la Team Cornell. Alors attends, voilà. Mets-toi bien. Non, vas-y, rassieds-toi. À mon avis, c'est… Là, on me voit bien, tu penses? Là, c'est bon. Nickel. Comme ça, je me mets de dos et tu… Voilà, donc Team Cornell, mon première, dont je suis particulièrement fière, ma petite première pièce conçue de ma petite tête avec toute ma créativité et plein de symboles qui me sont c'est toi qui l'as chers. conçue, Ouais. Donc il y a une marque qui m'a permis de le lancer en production et tout, jusqu'à temps que je lance ma marque très bientôt, j'espère. Ouais. Pour l'instant, c'est ce qui m'a permis de la lancer en production pour mon coin. Donc voilà, je voulais la montrer et je vais mettre ce premier objet en vente très bientôt avec derrière, s'il vous plaît,
moi-même. Donc une illustration de Emra Universe que vous pouvez retrouver sur Instagram, moi en super-héros. Il l'avait fait à l'occasion de mon premier UFC, il me semble. Voilà, avec mon logo, Nora Cornol de nouveau. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous aurez vos jerseys très bientôt et puis d'autres pièces à venir. Bien évidemment, Top. je suis fan de chaussettes, vous saurez qu'il y aura des chaussettes. Et voilà, c'était mon petit instant promotion. Merci Fred de me Bah, je l'avoir t'en prie. accordé. Plaisante. Et c'est sur ton Insta et tout, on peut. Ouais, c'est alors On peut avoir j'ai toutes les présenté infos sur mon Insta. Ouais. Bien sûr, vous me suivez sur Instagram, NOZ4OZ. Et puis dès qu'il y a un lien pour la mise en vente, bien entendu, je le mettrai dans la bio. Je mettrai, comme ça. Bah, je mettrai ton Insta de toute façon à l'écran Merci Fred. et en description. Et voilà. Très bien. Et, bon, Nora, écoute, Et ben merci de m'avoir reçu Fred. c'était Un top. plaisir comme d'habitude. Bah, je t'en prie. Et puis, alors, peut-être bientôt, donc ça pourrait être en juillet. Enfin, ça pourrait arriver Ouais. assez vite. Hein. Ouais, Tu le ouais, sauras bah, quand ça? Je sais pas T'es- quand est-ce que je le saurai. C'est toujours. De toute façon, si tu combats, tu vas le savoir assez vite là. Donc, Ouais, bah voilà. en fait, là je pense que comme je viens de combattre, tu sais, parfois ils laissent passer un peu de temps, Ouais. le temps de. Voilà. Et puis comme tu sais, hein, ils peuvent te dire, ouais, en short notice, machin, quelqu'un qui se blesse et tout. Donc après, l'objectif c'est d'essayer de rester en forme et de rester à travailler, de rester aux aguets. Mais comme tu sais, ils aiment. Enfin voilà, Benoît a réussi à combattre souvent, mais bon, après, il a fait des finishes et tout. Donc l'objectif, c'est aussi de montrer qu'on est motivé à combattre rapidement. Après, tu sais qu'en général, c'est quoi? C'est 3 à l'année quand on a de la chance avec l'UFC. Mais bon, on va essayer de pousser un peu tout ça et j'espère bien quand même pouvoir combattre avant le mois de septembre. Ouais. Ok. Donc voilà, on tient au courant de toute façon. Et puis, tu sauras le premier informé si ça se passe. Merci Nora. Merci Bah, à toi. Je vous remercie à tous. N'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche. Voilà, un total. Allez, à bientôt. Ciao, bye. Got a ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got